moi je me rappelle, quelqu'un qui a perdu 50 kilos, son projet c'était d'aller sur le lit superposé de sa fille pour lui lire une histoire. Elle a réussi à perdre ses 50 kilos. Elle l'a pris en photo sur le lit superposé de son enfant. Est-ce qu'elle était plus heureuse avant, machin? Ça, on sait pas, mais par contre, une fois qu'elle a perdu ses 50 kilos, je peux te dire que sa vie, elle a changé et que oui, elle est plus heureuse aujourd'hui. Ce n'est pas la faute des gens s'ils sont en surpoids, c'est la faute du système. Vrai. Le sport à la maison, ça ne remplacera jamais une vraie discipline en salle. Faux. Manger bio, équilibré, sain, c'est un luxe aujourd'hui. Faux. Les parents sont les premiers responsables du surpoids de leurs enfants. 95% vrai. Il vaut mieux marcher 30 minutes par jour que faire du HIIT une fois par semaine. Vrai. Le problème des Français, ce n'est pas le sport, c'est qu'ils ne savent pas gérer leur temps. Vrai. À force de tout vouloir rendre facile, on empêche les gens de vraiment changer. Vrai. Le sport, c'est plus utile que la méditation pour aller mieux mentalement. Le sport est une forme de méditation, donc vrai, faux. Aujourd'hui, on vend trop de bienveillance et pas assez de discipline. Ouais. On peut être en surpoids et en bonne santé. Faux. Si Alexandre et moi sommes en surpoids, c'est pas d'autre faute, c'est qu'on est né dans le mauvais corps. Je répondrai pas. Eh bien, bienvenue Alexandre. Merci les gars. Alexandre Salut et bienvenue. Très Merci. heureux de t'avoir ici. Très heureux d'être chez Daron du Biz. Eh oui, puisque tu es un ami proche. Ouais, on se connaît depuis des années, ouais. Tu es peut-être l'un des coachs les plus connus YouTube Game. du YouTube Game francophone. Ouais, on essaye. En tout cas, on travaille depuis pas mal d'années pour ça, ouais. Et tu es associé donc avec Jessica, tu as créé Move Your Fit Ouais, en 2008. en 2008. Ça fait déjà pas mal d'années. Mais avant de nous parler de ça, puisqu'on va parler de ton parcours, on va parler de ta vie de papa, comment tu gères ça avec tes enfants, tu vas nous donner aussi des tips pour éviter d'être en surpoids, comment en perdre. Ok. Être en bonne santé surtout, ouais. Voilà. Ouais. Mais n'oublions pas que tu étais un cancre à la base, puisque tu as fait 5 années de lycée. Ah ça t'a marqué. Ah, Hein. bien évidemment. Comment on passe de 5 années de lycée à entrepreneur à succès qui a accompagné des dizaines, des centaines de milliers de personnes à perdre du poids? Ben, je pense que le système scolaire, mais ça c'est avec le recul, hein, parce que quand j'étais dedans, je me disais pas que c'était pas fait pour moi, je me disais pas, je suis pas au bon endroit, etc. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on se dit, c'est tout le temps. Mais si tu n'es pas au bon endroit, il faut changer. Nous, à notre époque, c'était, tu fais général. Si tu fais de la plomberie ou du machin, t'es chez les nuls. Et, enfin, Ouais. voilà, c'était un petit peu comme ça. Et donc, du coup, moi, je suis allé dans le général bête et discipliné. Et puis, j'ai primaire, tout va bien, les petites facilités, voilà. Le collège, tout va bien, les petites facilités qui commencent un petit peu à descendre, et voilà. Et puis arrivé au lycée, les facilités, ça suffit plus. Ouais. Donc du coup, j'ai fait 2 années de lycée. Et puis après, moi, Seconde. 2 années de seconde. Ouais. Ouais. Après, j'arrive à aller en première, mais comme moi, je suis un petit peu plus scientifique que littéraire, du coup, je me dirige vers scientifique. Et donc, je vais en première. Et puis, en première, on me dit, faut redoubler. Ça, je vous l'ai pas dit. Mais du coup, comme la première, t'as possibilité d'aller directement, c'est toi qui choisis si tu redoubles ou pas. Ouais. Et donc moi, j'avais dit, non, je vais passer, je vais faire les 2 ans de terminale parce que je pense pas que je l'aurai du premier coup. Et puis voilà. Donc, donc c'est ce qui s'est passé. Donc t'as pas eu ton bac du premier coup? Ah non, parce que j'ai fait 2 secondes et 2 terminales. Ok. Donc une première année, je crois, option maths, et la deuxième année, option bio. Voilà, c'était comme ça. Et donc c'est vrai que 5 ans de lycée, je pense que c'est ce qu'on en parlait un petit peu en off. Personne n'aurait misé sur moi plus tard, mais même moi le premier, parce que la partie entrepreneuriale faisait pas du tout partie de mon parcours. C'est-à-dire que j'ai aucun parent qui est entrepreneur autour de moi, j'en ai pas non plus, donc c'était jamais dans mon disque dur ou quoi que ce soit. Parce qu'à l'époque, quand tu sors avec le bac en poche, après avoir fait 5 ans de lycée, qu'est-ce que tu te dis? Tu sais déjà où tu veux aller? En fait, moi, j'ai toujours su que je voulais être dans le sport. Ça, c'était vraiment, à un moment donné, je voulais même être prof de judo. Je voulais être sport-études judo, mais la partie études n'allait pas. Donc, du coup, ils m'avaient pas pris en sport-études. Je m'en rappelle, c'était à Rouen, je crois.
Et donc du coup, je savais que je voulais être dans le sport. Et la dernière année, je crois, de terminale, je savais que j'avais trouvé brevet d'état des métiers de la forme. Je savais que je voulais faire ça. Et donc du coup, je savais déjà qu'il fallait faire un brevet d'état, donc métier de la forme. Mais quand je suis allé c'était pas au Krebs, c'était quelque chose comme le Krebs. Eh bien, j'étais trop diplômé pour rentrer dans quelque chose comme ça en fait. Donc ils m'ont dit non, mais toi tu vas en STAPS, donc va en STAPS. Et donc du coup, avec le STAPS, 2 ans de licence, tu vas avoir l'équivalent de brevet d'état tronc commun. Et après, avec ce tronc commun, tu pourras faire la spécialité métier de la forme. Moi, je dis mais j'ai pas envie de faire STAPS, voilà. Et donc du coup, j'allais faire STAPS. On était au mois de septembre. Je me rappelle toujours, petite anecdote, j'étais sur mes chiottes et je reçois un appel. En fait, parce que j'étais sur liste d'attente du Krebs. Et donc, du coup, à 3 personnes près, ils m'ont dit, bon, il y a 3 personnes qui sont pas venues ce matin. Est-ce que vous pouvez venir demain? Et donc, du coup, j'ai gagné 2 ans parce que j'ai évité de faire le Krebs, la licence de STAPS pour aller faire directement ce que je voulais faire. Et c'est souvent ça, en fait. On t'oriente dans une voie où t'as pas forcément envie d'aller, et pour à l'arrivée, tu sais pas, mais non, mais moi je veux juste être prof de fitness. Ouais. Prof de fitness, c'est quoi? C'est brevet d'état des métiers de la forme. J'ai pas besoin de passer par STAPS ou C'est autre quoi chose. normalement c'est accessible à niveau quoi brevet des collèges? Le brevet d'état des métiers de la forme, ouais, je pense que c'est accessible à tout le monde, hein, à partir de 16 ans. Ah oui, tu peux t'as pas besoin de bac ou quoi que ce soit. Sauf que j'ai peut-être su que je voulais être prof de fitness dès ma première année de bac. Ok. J'aurais pu me dire à la première année de bac, c'est bon, mais non, j'avais quand même dans mon disque dur intégré qu'il fallait quand même avoir un bac. Ouais. Et puis se dire, allez, j'ai pas fait ça pour rien, on va au bout du truc. Et voilà, mais je pense que dans la vie, ça t'apprend plein de choses. De toute façon, moi, on m'a toujours appris, tu commences quelque chose, tu le finis, tu vas au bout. C'est comme moi, cette année, mon fils, au mois de novembre, il commence à me dire, papa, j'aime plus le judo. J'ai dit, mon fils, ça fait juste 1 mois et demi que tu viens de commencer la saison. Ouais. Eh ben, on va la finir. On va aller au mois de juin. Alors, oui, peut-être qu'il va y avoir des contraintes. Peut-être qu'à un moment donné, il faut juste leur apprendre. Moi, on m'a élevé comme ça. Tu commences quelque chose, tu finis. Et ça t'apportera plein de valeur pour le futur, ça c'est sûr. Donc là, tu as eu ton diplôme? Ouais, brevet d'état de métier de la forme en 2003. Ah, donc ça va faire, ça fait un petit moment. Ouais, ça fait. C'est plus tout frais. Hein. Ouais, plus tout frais, le gars. Ça y est, les cheveux blancs et tout. Ouais. Et donc, t'as eu ton diplôme et après, t'as fait quoi? Et après, directement, j'ai travaillé 1 an. Donc moi, je viens de Rennes. Donc j'ai travaillé 1 an sur Rennes. Ouais, Stade Rennais, hein. Tout le monde n'est pas parfait. Qu'est-ce que tu veux? Et donc du coup, 1 an sur Rennes. Et moi, en fait, je savais que je voulais. Moi, je voulais percer. En fait, moi, j'ai toujours été dans la compétition et tout ça. Et donc, du coup, je voulais percer. Et pour percer dans le fitness, eh bien, il fallait monter à Paris, à la capitale. Et donc, tu avais des compétitions de professeurs de fitness. Okay. Et donc, du coup, en 2005, j'ai commencé à faire ces compétitions-là. Et j'ai été élu en 2006 meilleur professeur français, meilleur espoir français. Ce qui m'a ouvert des portes, en fait, à l'international. Et donc, pendant, là, je raccourcis, mais de 2005 à 2015, pendant 10 ans, j'ai été présenteur international. Et donc, j'ai voyagé dans le monde entier. J'ai fait plus de 25 pays. Grâce à ce diplôme-là. C'est pas vraiment un diplôme, mais une reconnaissance. Et c'est un petit peu, je prends souvent l'exemple d'un DJ. Tu vois, par exemple, un David Guetta qui va dans un endroit. Eh bien, j'étais un petit peu le David Guetta, peut-être pas à ce niveau-là, mais en tout cas un DJ qui est connu, qui va dans une boîte de nuit, les gens viennent pour lui. Nous, c'était un petit peu ça. C'était des événements filmés, des événements sur scène. Nous, c'était des événements sur scène. On avait 100, 200, 500 personnes devant nous avec le podium, le gros son. Et moi, ma spécialité, c'était le step et l'aérobic, donc des choses un petit peu plus chorégraphiées. Comment s'est passée la transition? Parce que tu parlais de 2005. En fait, je me souviens, Facebook est arrivé en 2006 en France. Ouais. Donc, il y a eu une transition vers les réseaux sociaux. Ouais. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, vous êtes une des plus grosses chaînes du YouTube francophone sur le sujet. 1 million d'abonnés. Plus d'1 million d'abonnés, c'est quand même énorme. Comment est-ce que tu as fait cette transition à ces gros événements physiques sur scène et aussi de la télé, on en parlera, à un empire sur les réseaux, quoi? C'est quoi les étapes pour ça? C'est venu vraiment plus tardivement, parce qu'on s'est digitalisé en 2016.
Donc, donc il y a quand même une grande période où vous avez fait entre guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire de la scène et de la télé, c'est ça? Mais en fait, je distingue deux choses. Il y a ma partie personnelle, c'est-à-dire qui est professionnelle mais qui est plus individuelle, et la partie où à un moment donné, comme tu disais, on a créé Move Your Fit en 2008. Et donc du coup, il y a la partie entrepreneuriale qui est arrivée en 2008, 2009, où là, on pourra en parler, mais on a créé des bornes tactiles pour les salles de fitness, où il n'y avait pas du tout de profs, les salles avec Fitness Park et tout ça. On était vraiment au début du projet en 2009. Donc ça, c'est pour la partie entrepreneuriale avec Move Your Fit, et la partie vraiment plus personnelle où les gens m'invitaient moi et n'invitaient pas Move Your Fit. Et donc quand j'allais, je sais pas moi, en Italie, en Russie, etc., c'était Alexandre Mallier qu'ils invitaient. C'est ta marque, toi. C'était moi, ma marque. Et donc du coup, nous, avec Move Your Fit, comme nous on était invités un petit peu à droite à gauche, eh bien là on a aussi créé nos propres événements. Et donc nous on louait l'INSEP dans le Grand Dôme, et et donc nous la communication elle se faisait sur Facebook un petit peu parce que ça arrivait, mais c'était beaucoup de bouche à oreille, et voilà. Comment t'es passé de Alexandre Mallier à un duo? En fait, on l'a révélé il y a pas si longtemps sur un podcast. Jessica est mon ex-femme. Quoi? En exclusivité pour Daron du Beat. Et donc, on s'est rencontrés avec Jessica en 2005 quand on est arrivés tous les deux sur Paris. Okay. Donc elle arrivait de Guadeloupe, moi j'arrivais de Rennes. On avait tous les deux la même ambition de percer un petit peu dans le milieu du fitness. Et donc du coup, on a été ensemble de 2005 à 2011, et on a créé Move Your Fit en 2008. Ta question, c'était en fait, comment t'es passé de ta marque à toi à un duo et Move Your Fit? Ouais, voilà, c'est ça. Le duo. Donc, on était beaucoup invités en duo lorsqu'on allait à l'étranger, etc. Donc, les week-ends, on était beaucoup invités tous les deux. Et puis après, Move Your Fit. Je sais pas si c'était un duo, parce qu'au début, c'était vraiment les cours virtuels pour les salles de fitness. C'était les événements. Ça a été les cours virtuels. On a eu le marché, on a eu presque toutes les franchises, les Gigafit, Amazonia, Fitness Park. Enfin vraiment, nous on était les premiers. Et quand on est arrivé en 2009-2010 à faire ça, tous nos collègues profs de fitness nous disaient mais vous allez tuer le marché là. Qu'est-ce que vous êtes en train d'arriver avec vos cours virtuels pour les salles de fitness? En fait, c'était un cours sur télé. Ouais, mais ça existe toujours. On a toujours des clients là-dessus. On a créé une borne tactile où les gens, par exemple, pendant les heures creuses, nous on le vendait beaucoup pendant les heures creuses. Mais les fitness parks, eux, n'avaient pas du tout de cours collectifs. Donc, que ce soit hors creuse ou hors pleine, c'était la même chose. Mais sinon, pour les autres salles qu'on appelle un peu mixtes, où tu as des vrais cours en physique, ces salles-là, de 14h à 17h, il y a rien du tout. C'est vide. Ouais. Et donc, non, du coup, borne tactile, t'appuies, tu cliques sur abdos fessiers, on apparaît sur vidéoprojecteur. Incroyable. Et puis comme ça, les gens, t'avais 1, 2, 3 personnes qui suivaient le cours. C'est vous qui avez créé ce concept, ou vous avez eu une inspiration des US ou d'ailleurs? Comment Avec Fitness Park. En fait, Fitness Park est venu nous chercher, comme on avait déjà un nom et tout ça. Ils se sont dit tiens, est-ce qu'on pourrait pas ensemble faire ça? Je dis attendez, vous allez utiliser notre image sur tous les fitness parks, et ça appartenait au groupe Moving à cette époque-là. Et c'était, ils avaient vraiment pour ambition ils avaient copié McFit qui était allemand. Okay. Donc ils avaient pour ambition vraiment de prendre tout le marché et tout ça. Et Moving c'était gros. Je dis comment on peut nous monétiser un petit peu notre image. Et donc le deal c'était ok, vous utilisez notre image sur tout le groupe Moving, sur tous les fitness parks. Et nous ces mêmes vidéos là que vous produisez, que vous tournez, eh bien on va les utiliser sur tous les autres clubs de fitness, et donc deal gagnant-gagnant. Moi, j'investissais pas 20 000 balles tous les 3 mois pour tourner. Ouais, ils étaient OK. Ouais, donc en fait, ils étaient OK que leurs concurrents aient le même produit, qu'ils avaient eux-mêmes créé. Tout à fait. Ah ouais, mais brandé, après, on pouvait brander, mettre le logo de chaque club. Donc, du coup, ça faisait quand même le produit de chez Fitness Park et tout ça. Okay. Mais ouais. C'était un peu le deal. Nous, ils se disaient combien je peux les payer, mais nous, on sait pas trop si ça va fonctionner et tout. Donc du coup, puis après, ça s'est vraiment démocratisé. Donc aujourd'hui,
presque toutes les marques ont leurs propres vidéos en interne et tout ça. Donc à un moment donné, tous les coachs de France, vous connaissez, quoi. les coachs, je sais clients, en pas, tout cas. mais ouais, plutôt les clients. Ouais. Parce que nous, les coachs, on était déjà connus parce qu'on faisait des conventions en fait. Ouais. Nous, les coachs nous connaissaient parce que ouais, on était sur les podiums et tout ça tous les week-ends. Donc c'était plus par rapport à ça qu'ils nous connaissaient que par rapport aux vidéos encore virtuelles. Et à quel moment vous vous êtes dit, Internet, ça peut être le relais qu'il nous faut? Ouais, on était tous les deux sur Paris. Donc déjà, c'est pareil quand même depuis 5 ans. On avait refait nos vies chacun de nos côtés et tout. Mais à un moment donné, quand on a voulu changer de direction et de se dire, moi, je vais pas rester à Paris et tout. Donc on va se séparer géographiquement. Et on s'est dit, moi, je sais pas, en février 2016, j'ai dit, il faut qu'on aille sur Internet, il faut qu'on aille faire des cours. Je sais pas comment, je connaissais pas du tout le marketing digital et tout. Mais j'ai dit à Jessica, en février 2016, tu vas faire une vidéo par semaine, tous les dimanches soirs à 18h. Et elle a dit, ok. Elle m'a suivi, franchement, elle n'a pas trop réfléchi. Puis au bout on avait 200 vues, 300 vues, au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois et tout. Et puis elle me dit, mais t'es sûr quand même Je lui dis non, je le sens qu'on va réussir à se créer une communauté. Cette communauté, au fur et à mesure, elle va nous faire confiance. Et si on a un programme à vendre ou quoi que ce soit, eh bien, elle va nous dire, mais c'est avec eux que je veux faire quelque chose. Je sais pas pourquoi, mais je sentais quelque chose. Et puis sur Internet, je commence à voir un petit peu des gens qui parlent de comment vendre son savoir-faire, comment vendre son produit. Et je tombe sur un certain Alexandre Ross. Comme ça. Quel hasard. Quel hasard en 2016. Et voilà, je me suis tapé beaucoup de ton contenu, beaucoup de ce que tu délivrais sur Internet. Et ça, par contre, j'étais pas le plus intelligent à l'école, mais ça m'a tout de suite parlé. Le marketing digital, en fait, tout ce que j'ai l'impression, tu vois, on parlait d'intelligence et tout. Je sais pas si je suis le plus intelligent à l'école, mais par contre, je pense avoir une autre forme d'intelligence. Je ne sais pas laquelle, mais en tout cas, tout ça se connecte dans mon cerveau. Et je pense avoir aujourd'hui une vraie expertise, un vrai savoir-faire. On pourra en parler un petit peu plus tard de tout ce qui s'est passé depuis toutes ces années, mais ça me parlait en fait. Et j'en ai mangé des heures, Je suis allé faire des masterminds, je suis allé faire des coachings, j'ai investi beaucoup d'argent pour me former. Et ça a été une vraie révélation. Et donc du coup, en 2016, on commence avec une vidéo par semaine, ça commence à bien fonctionner. En septembre 2016, ça commence à bien fonctionner. Donc je dis à Jessica, peut-être qu'il faudrait intégrer une 2e vidéo par semaine. Et donc du coup, moi, j'arrive avec sur la chaîne YouTube aussi, et donc du coup on peut alterner à faire. Tu t'étais pas sur la Début, chaîne, pas au début. Pas en février 2016. Je suis arrivé en septembre 2016. Ouais, ok. Tu vois. Et à partir de quand vous avez monétisé cette audience? En avril 2017 est arrivé le premier programme T12S. Donc 1 an après. 1 an après. Ouais, c'est quand même rapide. Ouais. Ouais, c'est quand même rapide, mais on faisait rien, on n'avait pas de stratégie avant et tout. Ouais. Hein, et on a en décembre 2016, on est allé en Guadeloupe, aller tourner ce programme-là, et qu'on a sorti 3-4 mois après. Premier lancement, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Quels étaient les résultats? Franchement, accueil incroyable de la communauté. Là, j'ai plus trop les chiffres de YouTube, à combien on était d'abonnés à ce moment-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est si les gens vont sur notre chaîne YouTube, nous, notre première vidéo YouTube, elle date de 2008. D'accord. Donc, on a quand même... Je uploadais des vidéos de conventions. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'était des conventions de fitness, vous pouvez aller voir sur les vidéos les plus anciennes de YouTube. Et donc, du coup, on uploadait, mais sans stratégie particulière. Donc, et donc, du coup, on avait quand même un petit peu d'abonnés, mais pas plus que ça. Et donc, après, 1 an après, je ne sais plus combien on avait d'abonnés. Mais en tout cas, on avait une audience avec qui on parlait sur Instagram. Pas trop, hein, c'était 2016, c'était 2017, tôt encore. c'était un petit peu tôt. Mais voilà, nous, on a tout de suite presque doublé notre chiffre d'affaires de ce qu'on faisait d'habitude. Là, il y a eu une prise de conscience. Il y a une prise de conscience que Internet Qu'est-ce allait que vous changer êtes- peut-être ma vie. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? On s'est dit qu'on était au bon endroit. Ouais. On s'est dit qu'on savait bien faire les choses parce que voilà.
Après, je me suis dit que c'était peut-être que c'était facile. Parce qu'en fait, moi, je faisais ça à l'instinct. Et ça me parlait, en fait. Tout me parlait. Et après, je me suis rendu compte des années plus tard que, alors même encore qu'aujourd'hui, que c'est pas si facile que ça et que tout le monde n'y arrive pas. Que c'est pas parce que on va te donner le plan d'action que bah, forcément tu vas avoir tel résultat. Il faut quand même que ça connecte en haut et que ça fonctionne pour toi. Ouais, je pense qu'il faut aimer ça aussi. Ouais. Et Là, j'en ai passé des heures. Moi, aujourd'hui, dans ma boîte, je sais tout faire. Je sais monter des vidéos. Je sais faire mes sites internet. Je sais faire mes tunnels. Je sais faire du Photoshop. Je sais presque tous les posts. Alors, j'aimerais passer un message à l'assistance, s'il vous plaît, tous ceux qui nous écoutent. Ce que vient de dire Alexandre, pour moi, c'est primordial et je sais pour toi aussi, et ça l'est, puisqu'on échange souvent à ce sujet-là. C'est que si vous voulez savoir si vous faites arnaquer ou pas quand vous prenez un prestataire ou un salarié, vous devez d'abord avoir fait tous les métiers de votre entreprise. Vous devez vraiment, surtout quand vous êtes infopreneur, parce que l'infopreneuriat, c'est de l'artisanat du web. Donc, tu dois savoir faire tous les petits trucs pour ensuite déléguer, etc., savoir ce qui se passe et contrôler. Et il faut aussi savoir le faire parce que je pense que c'est un peu comme tu lances un petit restaurant au début, bah, tu dois passer à la serpillière, tu dois faire la compta et tu dois le faire avec le sourire. Parce que si t'es pas prêt à faire ça, bah, tu vas pas gérer les problèmes à 1 million ou à 5 millions ou à 10 millions parce qu'en fait, ça multiplie les difficultés. Donc, si t'es pas capable d'encaisser la petite difficulté et les challenges du début, la suite me paraît très compliquée. Ouais, je pense qu'il faut vraiment être le capitaine complet, pas le manager déconnecté. Et ce que tu dis là, pour moi, c'est vraiment une clé que je vois souvent à travers beaucoup de profils d'entrepreneurs et d'infopreneurs qui ont beaucoup de succès sur la durée. Parce que ça, c'est un autre sujet dont on parle peu. Il y a des étoiles filantes et elles disparaissent. Ah oui, nous, vous savez super longtemps que vous êtes 2008, là. 2008, Move Your Fit, 2016, Internet. Donc là, ça va bientôt faire 10 ans qu'on fête Internet. Tu vois, et c'est incroyable. C'est quand même, parce que franchement, sur YouTube, sur Instagram, il y a eu pléthore de coachs, pléthore dans ce milieu-là, dans le fitness, et vous êtes toujours là avec des gros lancements, avec toujours à vous renouveler, à faire des nouvelles choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand je suis arrivé en 2016, j'avais l'impression que c'était trop tard. Oui, bah, tout le monde. Mais non, là, pour ceux qui regardent cette vidéo, ouais, mais là, je vais pas me lancer. Mais lance-toi tout de suite. Et je peux t'assurer que quand tu vas regarder dans le rétroviseur, bah, ça fera déjà 1 an que tu te seras lancé. Tu vas encore regarder dans le rétroviseur, ça fera 3 ans. Putain, ça fait déjà 5 ans. Et en fait, tu te rendras pas compte de tout le chemin que tu auras parcouru. Mais à l'arrivée, t'auras charbonné, t'auras acquis, une expérience incroyable. En février 2014, quand on lance notre blog de parentalité, j'ai vraiment hésité parce que je me suis dit, bah, de toute façon, si tout le monde le fait déjà ça. Oui. Donc, en fait, j'arrive beaucoup trop tard. Voilà. Et je me dis, je vais copier des gens. Et j'aurai jamais l'aura qu'ils ont. Et on l'a quand même fait au cas où. Ouais, c'est incroyable. Alors que moi, quand je suis arrivé, alors, je pensais que c'était trop tard. Oui. Mais par contre, j'étais persuadé qu'on allait cartonner. Ouais. J'avais cette voix en moi, j'avais cette lumière. Je me dis, on va cartonner, nous. Je vais pas donner de nom. Je vais pas donner des noms. Bah si, tiens, je vais donner un nom. Il y avait une certaine Margot Klein qui avait la route de la forme. Ah oui, c'est... Attends. Elle avait un blog sur le fitness. Mais bien à l'origine. sûr. Ah ouais. Margot Klein, si tu regardes cette vidéo-là. C'est vrai qu'elle a commencé Elle avec ça. avait la route de la forme. Et je me suis dit, avec tout le respect que j'ai pour toi, je me suis dit, si elle y arrive, nous, diplômés d'État depuis plus de 10 ans, avec toute notre expertise qu'on a, on est obligé d'y arriver. Ouais. Ça me revient comme ça. J'ai pas beaucoup de mémoire, mais ça m'est revenu. C'est très juste. Et c'est la vérité. Je voyais des gens qui étaient là en place, qui sont pas diplômés, même si moi, je m'en fous un petit peu du diplôme. Enfin, je veux dire, ça n'apporte pas ton expertise. Ça veut pas forcément dire grand chose, mais en tout cas, le fait de l'avoir, bah, c'est peut-être un petit plus. Et donc, du coup, nous, avec notre diplôme, notre expertise, tout notre parcours dans le fitness, on arrive sur Internet. Et oui, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que on a fait beaucoup de DVD avec Jessica. Jessica, c'est la meilleure vente de DVD de fitness en France, avec plus de 300 000 ventes de DVD, tout ça. Nous, voilà. 300 000 DVD. Mais nous, on n'était pas le producteur de ces DVD-là. Ouais, dommage. Ah ouais. Ouais. Mais non. Non. Mais ceci dit, on est venu nous chercher en 2005. 2005, j'avais 24 piges, on n'avait pas produit les DVD qui étaient diffusés partout. Donc là, vous aviez quoi? Vous aviez juste des royalties? Des royalties, bah, c'était pas mal. Hein.
À 25 ans, 300 000, 26 ans, tu fais des royalties. Après, bon, les DVD sympa. aujourd'hui, c'est mort. Là, ils sont producteurs sur Internet et sur partout. Alors que là, les DVD, c'est finito. Donc bon. Et donc du coup, ouais, tout ça pour dire que on a fait ça. On a aussi eu d'autres choses, Coach Club, où donc en fait, on a déjà toujours été dans la vidéo et on a toujours été dans le foyer des gens. Et donc du coup, quand on est arrivé sur YouTube, il y a certaines personnes qui nous ont reconnus. Ouais. Ah tiens, j'ai le DVD 2, machin et tout. Donc du coup, c'est pour ça que notre progression a peut-être été un petit peu plus accélérée que quelqu'un qui vient de nulle part aussi. Après, vous savez faire aussi, parce que vous savez bien parler à votre audience. Vous savez très bien le type de personne que vous visez. Et quand vous faites les cours, vous êtes complémentaires tous les deux. Il y en a un où tu sautes un peu plus pour les personnes qui ont plus de niveau et les personnes qui vont être en surpoids à fond, tu vois. On connaît notre audience exactement. et c'est bien que tu en parles parce que quand on est arrivé en 2016, sur notre chaîne YouTube, on faisait des vidéos aussi en salle de musculation. Donc on allait en salle et tout. Et puis au bout de 4-5 mois, je dis à Jessica, je pense qu'on se trompe de direction. Je lui ai dit, en fait, Jessica, t'as des filles, elles sont 10 fois plus gaulées que toi, qui vont en salle de muscu, qui font du bodybuilding, des machins. Moi, il y a des mecs qui sont 10 fois plus chargés que moi, 10 fois plus gaulés que moi, qui sont plus légitimes que moi de parler de musculation. Pourquoi, en fait, on va pas tout simplement dans la niche où tout le monde nous connaît, c'est-à-dire le sport à la maison, les DVD, les gens, on a fait de la vidéo, on a fait de la télé sur Direct 8. Les gens, on est déjà dans le foyer des gens depuis plus de 10 ans. Pourquoi on s'embête à aller les emmener en salle de fitness alors que notre expertise et notre spécialité, c'est le sport à la maison? Et donc, à partir de là, on n'a plus jamais parlé de musculation. On n'a plus jamais fait de musculation et on a réorienté notre discours et ce qui nous parlait le plus, en fait. Cette prise de conscience a vraiment été clé dans le succès qui vous a attendu par la suite. C'est quand même, et c'est comme ça, t'as eu un flash de lucidité, tu t'es dit qu'est-ce qu'on fout dans cette salle? Ouais, je me suis dit, en fait, il faut qu'on fasse ce qu'on fait depuis toujours. Et je pense que c'est ça notre vraie force aussi, c'est que on s'adresse toujours à notre avatar client, à notre personne. On connaît tellement bien notre audience qu'on arrive à bien lui parler. Et puis, c'est celle qui nous parle le plus. Et puis, c'est celle aussi qui nous ressemble le plus. Parce que moi, aujourd'hui, je fais du sport à la maison. Mais oui, j'ai une salle et tout. Mais je suis pas en train de pousser de la fonte tous les jours. C'est pas ça. Moi, ce que j'aime, c'est du poids de corps. C'est des hits, ce qu'on délivre, du renforcement musculaire, tout ça. Donc, en fait, c'était tout simplement logique. Ce qui est intéressant dans votre parcours, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est sur la maîtrise de toutes les étapes de l'entreprise. C'est que quand il y a eu le Covid, donc évidemment, il y a plein de chaînes YouTube qui se sont lancées. Ah bah oui, là tous mes potes qui disaient qu'est-ce que tu fais sur YouTube il y a des années là, en mode toi présenteur machin, tu fais des vidéos sur YouTube et tout. Bah ouais, je fais des vidéos sur YouTube. Et puis arrivé Covid, Ils ont tout le monde. Mais comment tu fais pour faire des vidéos? Mais comment ça se passe? Et ouais, tout le monde qui demande l'information. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que là, évidemment, la concurrence, elle explose. Ouais. Alors pas forcément la concurrence en termes de vente de produits, même si les gens s'y mettent, mais en termes de temps d'espace gratuit. Donc forcément, t'es moins visible entre guillemets que si t'avais pas autant de concurrents. Et on en a parlé plusieurs fois sur ce podcast, que ce soit dans le fitness ou dans d'autres métiers. Il y a pas mal d'entreprises, enfin de jeunes entreprises, en fait, de solo entreprises, qui ont cartonné à ce moment-là. Et quand le marché a été un petit peu plus compliqué, 2022-2023, ces gens-là, en fait, n'existent plus. Ah non. Et le seul moyen, selon moi, en tout cas tous ceux qui sont restés, c'est ceux qui comprennent toutes les étapes de l'entreprise, qui savent faire, tu vois, un montage vidéo, gérer de la pub, gérer du contenu sur les réseaux. Parce qu'à partir du moment où tu n'es plus en forte croissance et que là, il faut regarder où est-ce que ça déconne, si tu n'as pas pris le temps en fait, de voir où étaient tes zones de croissance, tu disparais. Tu disparais aussi parce que tu t'es surstaffé pendant le Covid aussi. Oh là, c'est un gros sujet. Voilà, et moi j'en connais qui se sont surstaffés et qu'à un moment donné qui ont explosé, qui ont vu la bonne expression, les yeux plus gros que le ventre et qui se sont enflammés. Mais on en parlait juste avant de démarrer le podcast parce qu'il y a une petite vidéo là qui buzz en ce moment sur les réseaux où c'est un reportage M6 je crois où il y a des salariés qui prennent eux-mêmes leurs vacances
et qui décident de leur augmentation ou pas. Et donc c'est vrai que sur le papier, ça paraît génial. Tu fais c'est l'entreprise libérée, l'entreprise ouverte. Faisons confiance aux gens. Donc c'est bien quand l'entreprise est en pleine croissance. Pleine croissance. Ça marche Après, très il bien. faut voir avec l'argent de qui aussi. Exactement. C'est un autre sujet. On connaît. Nous, on n'a jamais fait de levée de fonds. On est autonome depuis from scratch. Quand justement le jour où ça baisse, où ça stagne, parce que quand tu fais des fortes croissances, que tu doubles ton CA tous les ans, ça y est, tu t'es déjà vu sur la lune, tu t'es dit je vais valoriser mon entreprise à je ne sais pas combien. Et puis un jour, il y a la correction qui arrive. Sauf que les salariés, eux, qui se sont habitués aux gâteaux bien remplis et au buffet qui dégueule, quand tu leur dis non, c'est le régime là. Oula. L'infoprenariat, c'est comme la bourse, il y a toujours une correction. Ouais. Peu importe ce que tu fais, même si t'es très bon, même si t'es en croissance, etc., il y aura un de tes produits qui va se faire corriger, il y aura une vidéo ou deux, ou un cycle de vidéos qui marchera moins bien, tu sauras pas pourquoi. Il y a des employés, des partenaires qui vont sous-performer, tu sais pas pourquoi. Et de la correction en fonction des thématiques ou alors de façon générale, moi, je pense que c'est les mêmes vagues? Je pense que il peut y avoir des vagues communes, c'est-à-dire la correction post-Covid, c'est une vague pour tous les infopreneurs, mais je pense qu'à l'intérieur de chacune des organisations, à un moment donné, c'est pas forcément synchronisé chacun au même moment, il y a toujours des phases de correction. C'est pas des phases où on s'écroule et lever de rideau, c'est des phases où ça corrige. Et l'entrepreneur doit visualiser ça, dire il faut qu'on oriente, et là tu remontes comme en bourse en fait. Et ceux qui ferment qui mettent la clé sous la porte sont ceux qui enchaînent les corrections sans comprendre pourquoi. D'où il faut savoir tout faire, parce que sinon tu vois pas le pic qui descend, tu comprends pas pourquoi il est là. Et tu en as 1, 2, 3, 4, tu peux plus tes charges, tu commences à plus dormir, t'es moins performant, etc. T'enchaînes et merci, au revoir. C'est très juste, puisque là nous on a fait un lancement parentalité qui est le pire qu'on ait jamais eu, incroyable, avec quand même 18 000 inscrits. Un résultat que beaucoup de gens aimeraient avoir, mais par rapport à ce qu'on fait d'habitude, c'était vraiment pas bon. Et tu te demandes toujours si ça vient de toi, de ta stratégie, si ça vient du marché. Et là, je vois que chez les concurrents en parentalité, c'est exactement la même chose. Et justement, il y en a un qui s'est surstaffé avec une dizaine de salariés. Alors moi, je comprendrais jamais comment tu peux avoir 10 salariés sur une thématique comme la parentalité, mais bon, après, surtout dans l'infoprenariat. Après, évidemment, tout dépend du niveau, de ton nombre de clients. Et là, c'est la grosse boulette. C'est vidéo sur YouTube pour dire ça ne va plus. S'il vous plaît, achetez mes produits, sinon on met la clé sous la porte. Ça, c'est pas une bonne vibe. Donc, on a une correction sur la parentalité qui, pour moi, en fait, est due au fait que les gens ont acheté plein de trucs. La parentalité s'est pris des claques dans la tête de façon très violente. Donc là, ce qui va se passer, c'est que le marché va s'arrêter. Il va vraiment diminuer pendant quelques mois ou quelques années, jusqu'à temps que tous les acteurs en fait disparaissent, parce que il y a plus rien, et ça repartira avec des nouveaux acteurs ou des nouveaux vendeurs, ou ceux qui reviendront, et avec des nouveaux clients aussi, des nouveaux parents. Mais c'est une correction qui est inévitable et tu n'y peux rien. Oui, il y a de la correction. Après, nous, évidemment, il y a eu une chute après Covid. Enfin, je veux dire, alors pour rebondir sur le Covid, nous, effectivement, on a explosé. On a pris la vague à partir du J1 sur le confinement. J'ai dit à Jessica, on va faire des cours tous les jours à 10h30, 7 jours sur 7. Ça, Mais très bon réflexe. On s'est pas réveillé 15 jours après, c'était jour 1, on était là, on était en place. 5-6 000 personnes par jour, tous les jours. On prenait 5 000 abonnés sur YouTube. Par jour. Ah ouais. Ah, tu l'as bien surfé là. Je me rappelle avoir bougé un petit peu pendant le Covid. Ouais, et c'est vrai que tous les gens que je rencontre aujourd'hui dans la rue, tout ça, tout le monde je dis tiens, vous nous suivez depuis quand? Depuis Covid. Il y a eu vraiment une grosse vague qui est arrivée en Covid en 2020. Et donc du coup, on a pris cette vague-là. Donc nous derrière, ça nous a permis de prendre des locaux. On s'est staffé, mais selon moi, pas surstaffé. Et ça a toujours été contrôlé. Et on n'est jamais parti. J'ai failli. Au moment des bureaux, moi je me suis dit, ça y est, on est parti là, 50 salariés, machin et tout, parce que nous on a une marque de thé. Et on a une marque de compléments alimentaires. Et je me rappelle très bien, on était parti sur une marque de chocolat aussi. Parce qu'en fait, pourquoi une marque de thé? Un peu cher le chocolat. Hein? Il était un peu cher. Non. Alors, en fait, pourquoi une marque de thé? C'est parce que nous, dans notre programme T12S, on dit qu'il faut une collation. Et donc la collation de 10h, la collation de 16h, c'est la petite banane, le thé et le carré de chocolat.
Et donc du coup, ouais, évidemment. Et donc du coup, nous, on s'est dit, on va proposer ça à notre clientèle. Et puis voilà. Et donc le thé, il a peut-être commencé en 2019 le thé quand même, avant Covid. Hein. Donc parce que Jessica est une fan de thé et tout ça. Donc du coup, on avait commencé à développer ça. Et le chocolat, eh bien, pareil, entrepôt, chambre froide, machin. On commence à faire du chocolat. Et puis première production, on commence à le vendre. Le chocolat, il est je sais pas si c'est le mot, mais il est rance. Enfin, il Ah ouais, il avait un goût, là. arrière-goût. Ouais. Et là, on se dit, ah, c'est la merde là. Il va falloir renvoyer toute la production. Eux, ils ont la possibilité de le réchauffer, de le remouler pour le reproduire, tu vois. Et là, j'ai commencé à dire, est-ce que j'ai envie de m'emmerder avec tout ça? Ouais, Et là, au bout d'un mois et demi, ça faisait 8 mois qu'on travaillait sur ce projet-là. Ça faisait 1 mois et demi qu'on avait sorti le truc. J'ai dit, on arrête. Et donc, à partir de là, parce que moi, locaux, machin, je me dis, on va être une 50aine, on va faire si toutes les marques que j'ai envie de faire, eh ben, on va les faire et tout. Et du coup, attends, le chocolat, vous l'aviez vendu aux clients? Ouais. Bah, du coup, ils ont dû vous dire, c'est de la merde. Certains, oui, et d'autres, non. Mais on a eu des retours négatifs. Ouais. Il n'était pas quand même plus cher que sur le marché habituel, non? Ah si, il était plus cher, mais franchement, c'est une partie de ma vie que j'ai un peu oubliée. C'est marrant comme quoi le cerveau. J'ai sélectionné. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est vrai, je me souviens à peine de cette partie-là. Et donc du coup, prise de conscience de me dire, attends. Effectivement, aujourd'hui, j'ai la possibilité de faire toutes les marques que je veux. Aujourd'hui, j'ai la possibilité d'entreprendre tout ce que je veux et d'aller toucher les étoiles. Est-ce que j'en ai envie? Autre question. Est-ce que j'ai vraiment envie, moi, Alexandre Mallier, de me saigner à la tâche et d'aller conquérir le monde pour ça? Bah non, la réponse est non. Et donc du coup, on a arrêté au bout d'1 mois et demi. Et après, j'ai dit à Jessica, tout ce qu'on a là, on le consolide, on le fait bien. Et ça sert à rien d'aller chercher plus loin, que ce soit en termes de salariés, que ce soit en termes de différentes marques. Et ça nous va bien. Et c'est comme ça. Parce que ça joue évidemment sur ta qualité de vie. Évidemment. Qualité de vie, pour moi, c'est au-dessus de tout. Moi, j'ai beaucoup cravaché. On parlait de faire les sites internet, les machins. Moi, jusqu'à 11h, minuit, j'en ai fait. J'ai beaucoup travaillé. Et c'est OK. Et aujourd'hui, je continue. On parlait d'être le dernier à sortir du bateau. Bah, moi, je serai toujours le dernier capitaine à sortir du bateau. C'est pas le sujet, en fait. Mais aujourd'hui, oui, qualité de vie. Je pense que ça fait 18 ans qu'on a la boîte. Et on parlait d'être père et tout. Moi, je veux aller chercher... Attends, avant de parler de ça, ça va trop vite. Ça va trop vite. Moi, j'aimerais qu'on... On n'a pas un petit verre d'eau chez Daron Dubize? Un petit verre d'eau. Petite pause. Allez, santé. Donc, reprise de la pause. À vous. Santé. J'avais une question avant de passer sur la partie famille émotionnelle. Pour qu'on se rende compte de la croissance que tu as eue pendant le Covid, tu es passé d'une structure de combien de personnes à combien de personnes grâce au Covid? J'avais une salariée avant Covid 2 et puis après que des freelances. Donc j'avais 2 salariés. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Et puis, j'avais quand même pas mal de freelance pour Facebook, pour le montage, voilà, tout ça, community manager, tout ça, c'était externe. Je sais même pas si j'avais community manager avant Covid, je pense pas. Et là, aujourd'hui, on est une dizaine de salariés et une dizaine de freelance. Est-ce que tu as dû opérer avec Jessica une mutation sur le fait de être manager aussi? Quel impact ça a eu le fait d'avoir maintenant 10 salariés, plus plein de gens? Est-ce que ça a changé les choses pour vous au quotidien? Tu parlais de qualité de vie. Ces gens-là n'existaient pas avant, maintenant ils sont là. À quel point ça a impacté aussi ta vie? C'est sûr que moi, l'autre fois, je leur disais en team building, je suis pas né manager, je suis pas né chef d'entreprise. Donc il y a plein de choses que j'apprends sur le tas, que je découvre. Ah merci, on avait remarqué Alexandre. Non mais au moins je suis honnête avec eux, tu vois, je suis pas en train de m'inventer une vie de voilà, c'est moi qui maîtrise, je fais tout bien, c'est comme ça. Pas du tout, je fais des erreurs, je fais sur le parcours, j'apprends. Et j'ai envie que eux aussi me donnent des conseils pour me dire nous on attend ci, nous on attend ça. Donc on a eu quelqu'un qui nous a accompagnés en RH pendant l'année dernière, pendant 6 mois un petit peu pour nous donner un petit peu des codes, parce que c'est vrai que alors moi j'ai déjà été salarié dans les salles de fitness sur Paris.
parce que voilà, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années sur Paris, dans les plus grands clubs et tout ça. Mais j'étais salarié, mais j'étais quand même indépendant. Oui. C'est-à-dire que moi, je travaillais le lundi soir au Club Med Gym, par exemple. Mais comme j'étais beaucoup en déplacement, eh bien, quand je revenais que le mardi, bah, personne me disait rien, en fait. Et donc, j'ai toujours été indépendant de ce côté-là, même si j'étais salarié. Est-ce que tu es un manager bienveillant? Bah, moi, je trouve que oui, j'espère. Dites-nous en commentaire. Non, mais l'équipe. Moi, je pense que c'est pas chiant de travailler chez Move Your Feet. Je regarde les horaires d'entrée, les horaires de sortie, je les regarde d'un œil. Ouais. Les vacances, on me dit. Mais est-ce que c'est limité les vacances chez toi? Non, justement. Pas illimité. Ah non. Mais par contre, ben, tu me dis à la semaine prochaine, je peux prendre une semaine. T'as vu avec ton équipe, est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le travail a été fait? Oh oui, c'est bon, on a vu ensemble. Bah vas-y, prends ta semaine. Enfin, franchement, là-dessus, alors peut-être qu'on va me dire le contraire, mais je pense pas que ce soit chiant de travailler chez Move Your Fit parce que moi, en gros, tant que le taf il est fait, eh ben c'est cool. Ouais. C'est cool. Moi, j'aimerais parler de la force qu'il y a chez vous, c'est votre capacité à prendre soin de vos clients. Est-ce que tu peux nous en parler de cette stratégie? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'acteurs de fitness sur le marché, même des gens qui ont des bonnes chaînes YouTube. Enfin, il y a même beaucoup de monde sur cette niche-là. Malgré tout, c'est bien d'avoir beaucoup d'abonnés, mais faut-il encore en faire une entreprise prospère et des clients contents, des clients qui ont des transformations? Parce que c'est bien de suivre des vidéos gratuites sur YouTube, mais c'est pas forcément pour ça que tu as des résultats. Et vous, votre force, c'est que vous avez touché quand même beaucoup de monde en gratuit, évidemment, aussi dans vos programmes, que vous avez, je sais pas, peut-être des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers de témoignages. Tous les mercredis matins sur la chaîne YouTube, on a un témoignage de quelqu'un depuis, ça doit faire 3 ans non-stop, tous les mercredis matins. Excellent. À quel moment vous avez compris que c'était important de capitaliser sur les clients plutôt que toujours se dire OK, on va aller faire plus d'abonnés pour avoir plus de nouveaux clients, alors que vous avez beaucoup de vos clients qui vous sont fidèles? Ta question me surprend. Pourquoi? Et ta question, parce qu'en fait, moi c'est tellement logique en fait, de nous occuper des gens qui nous font confiance et des gens qui, oui, à un moment donné, se disent, ben, je vais acheter leur programme. Et donc, du coup, je pense que nos programmes, ben, sont qualitatifs et transforment réellement, et pas juste un physique, mais une vie. Parce que oui, quand tu perds, j'ai un exemple en tête, mais j'ai oublié son prénom, mais quelqu'un qui perd 60 kilos. Oui, c'est pas Bah rien. oui. Bah oui, ta vie, elle est transformée. Bah oui, ta vie, elle est changée. Et donc, du coup, qu'elle nous donne son témoignage, qu'elle nous donne sa reconnaissance et son amour envers nous et tout ça, bah nous, on est obligé de, je veux bien la traiter, c'est pas le mot, mais de lui redonner encore. Enfin, c'est une chaîne. Et donc, du coup, bah, il y a pas de secret, il y a pas de stratégie en fait derrière à prendre soin de son client. C'est juste la logique. Nous, on donne. Alors, la stratégie, c'est de donner beaucoup sur YouTube, sur Instagram, du contenu gratuit, et pour acquérir des clients et pour amener des gens fidèles. Ça, c'est effectivement notre stratégie. Mais par contre, une fois qu'ils sont clients, bah, c'est juste, on fait notre job, on fait notre travail et on essaye de bien s'occuper d'eux pour qu'ils soient contents. Et puis, nous, la réputation, moi, j'ai toujours fait attention. On nous dit toujours dans la vie, ouais, faut pas s'occuper des autres, faut pas s'occuper du regard des autres. Bah, si, moi, je me suis beaucoup occupé et toujours aujourd'hui, je fais attention à ce que disent les gens sur moi, sur nous, sur la réputation qu'on va avoir, parce que pour moi, c'est hyper important et je suis pas enfermé dans ma bulle en train de me dire, de toute façon, moi, je m'en fous des autres, il y a que moi qui ai raison, pas du tout. Et je pense que c'est cette ouverture-là d'esprit, d'écoute, de remise en question qui fait que, on en est là aujourd'hui. Parce qu'en fait, vous avez des clients qui re-signent à toutes les saisons que vous relancez. En fait, vous avez un gros système de fidélisation. Ouais, on a vraiment un gros programme T12S, transformation en 12 semaines. Là, on vient de sortir la 9e saison. Ouais. Et on va fêter les 10 ans l'année prochaine. C'est comme un peu une série Netflix où les gens veulent la nouvelle saison. Bah là, dès qu'on sort la nouvelle saison de T12S, ils l'attendent avec impatience. En fait, dans chaque saison, vous changez quoi? C'est un nouveau cadre, c'est de nouveaux exercices, c'est une nouveau lieu, nouveau contenu court 100% changé.
On amène toujours de la nouveauté au niveau de l'application, au niveau voilà, 100% des recettes sont changées aussi parce qu'on a à peu près 300 recettes par saison. Donc 100% des recettes sont changées et on essaye d'améliorer un petit peu c'est pas une application parce que c'est une web app mais on essaie d'améliorer la fonctionnalité du produit et si on regarde la première saison T12S que ce soit en qualité production, en qualité vidéo, audiovisuel, etc. à la 9e, déjà ça n'a rien à voir et du contenu aussi ça n'a rien à voir donc tous les ans et en échange, en retour feedback de nos clients, qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce qui serait bien pour vous, on est à l'écoute et puis on essaie de co-construire un petit peu le programme ensemble. Ça, c'est un point enseignement clé qui est hyper fondamental aussi dans le métier, c'est d'avoir toujours l'avis de nos clients, de nos prospects dans la boucle et de bâtir des programmes. En plus, cette stratégie de se focaliser sur un seul produit et de l'améliorer, même si vous sortez d'autres petits produits, c'est votre produit, c'est notre best-seller. Et d'en faire un produit en fait qui est après inconcurrençable tellement vous l'avez. On en a fait un livre qui a été vendu à plus de 100 000 exemplaires aux éditions Larousse, machin. Enfin, je veux dire, c'est devenu vraiment une vraie marque T12S aujourd'hui, quoi. C'est ça. Et puis il y a un truc, c'est que vos clients ont toujours une remise supplémentaire en pré-lancement. Pour le nouveau programme qui est lancé. Dès que tu fais partie de la famille T12S, eh bien, t'as des avantages sur tout ce qu'on va sortir en avant-première. Comme une carte de fidélité, un petit peu. Est-ce que vous faites des rencontres physiques, des événements physiques toujours ou plus trop? Très peu. Ouais, très peu. Ouais, on va en faire. Donc là, au moment où on tourne, dans 1 mois, on a notre rencontre à Lyon, puisqu'on a des ambassadeurs, des gens qui vendent T12S ou même beaucoup plus large, mais tous les produits Move Your Fit, qui les vendent pour nous. Donc là, on va les rencontrer à Lyon, mais c'est très mineur. Et est-ce que c'est parce qu'on en a trop fait avant? Est-ce qu'on a beaucoup voyagé? On a envie, on sait que c'est beaucoup d'organisation, on sait que c'est moins rentable aussi, hein, on va pas se cacher. Et donc du coup, quand on va faire un produit digital et qu'on va le vendre à X exemplaires en comparaison à une journée, les transports, toute la logistique que ça peut faire, voilà, t'en as fait beaucoup de présentiel. Ouais. C'est pas la même chose. Alors, ça dégage une autre image, c'est pour autre chose en fait. Tu fais du présentiel pour autre chose et pas pour que ce soit rentable ou quoi. Mais c'est vrai que oui, c'est vrai qu'on compte sur notre agenda et on compte les jours et on compte là on est disponible, là on n'est pas disponible. Est-ce qu'on a envie de mettre notre énergie là-dedans? Peut-être un petit peu moins. Voilà, je dis pas non, on a plein d'idées, mais je sais pas si on a la force de la mettre là tout de suite à l'instant T. Justement, c'est peut-être l'occasion de rebondir sur le sujet de la vie personnelle. Oui, juste avant, je vais demander comment tu vois Move Your Fit dans 10 ans. J'en sais rien. T'as pas de plan. Moi, je suis pas du genre à me poser, à brainstormer à 10 ans, machin. À tort, peut-être. Ouais. Mais aujourd'hui, en fait, Move Your Fit repose beaucoup sur l'image de Jessica et de moi. Le jour où on voudra ou vendre l'entreprise peut-être, ou la céder ou quoi que ce soit, il faudra peut-être changer cette stratégie et mettre d'autres gens en place pour que ce soit plus vendable. Tu penses que c'est possible à faire ça? Tu penses que tu peux opérer un changement vraiment en changeant les personnes derrière Move? Je pense, mais ce sera une stratégie sur 1 an et demi, 2 ans. Ouais, pour que les gens s'habituent. Voilà. Etc. Tu vois, je fais le virage si par exemple j'ai un repreneur, je sais pas, je dis ok, laisse-moi 1 an et demi, 2 ans pour changer tout et pour que nous on soit plus les têtes d'affiche. Ouais, je pense que c'est possible. Après, nous on a différents actifs. Nous on a la partie donc complément alimentaire, Pure Fit. On a la partie thé, Boljoy, et on a la partie Coach Club. Donc Coach Club, c'est un petit peu le Netflix du fitness. Ça a été créé en 2009-2010 à l'époque, et moi j'étais consultant pour eux. D'accord. Et donc moi j'avais fait des vidéos aussi. Jessica aussi avait fait des vidéos. Ils avaient levé 10 millions d'euros à l'époque, en 2010. Donc c'est énorme. 10 millions en 2010. 10 millions en 2010. C'était les bureaux dans le 92. C'était Didier Drogba, investisseur, Makelele. Ah ouais. Charles Bietri qui était avec son fils François. Et donc ça a cramé de l'oseille. Ça a cramé de l'oseille. Et donc en fait, ce truc-là, il y avait, je sais pas, 50, 100 salariés, je sais plus. C'était énorme. D'accord ? C'était énorme. Production télé,
Nous, ils ont revendu ça à Direct 8. Il y avait un partenariat avec Decathlon. C'était vraiment un gros truc. Derrière, alors c'était pas Charles Bietri qui était derrière, c'était juste un investisseur. Mais Charles, c'était vraiment une super rencontre. Enfin, vraiment un genre de rencontre, tu vois, qui te marque Charles et tout. Ouais, bien sûr. C'est ok. Et donc, du coup, tout ça pour dire que Coach Club avait toujours notre image depuis des années. Donc, nous, qui arrivions dans le digital en 2016, on voit toujours Coach Club tourner avec Jess et Alex et tout ça. On était quand même les têtes d'affiche sur de Coach Club. En fait, votre image est toujours chez eux. Voilà. Ah ouais. Et donc, du coup, ça nous a toujours énervé, ça. Ouais. Et donc, en fin 2020, on a racheté Coach Club. Ah ouais. Voilà. Vrai, ouais. Mais c'était dans quel état à cette époque? Bah, un salarié. Ah la vache. Voilà. Un certain chiffre d'affaires. Mais voilà, on a racheté. Et donc, du coup, aujourd'hui, Coach Club va bien. Coach Club se porte bien. Il y a plus de 1400 vidéos c'est pas nous qui sommes les têtes d'affiche de Coach Club. On a toujours nos vidéos dessus, mais petit à petit, ben voilà, on amène du contenu tous les mois. On amène du nouveau contenu parce que on a un studio d'enregistrement nous aujourd'hui en interne. Oui. Et donc du coup, on a racheté avec Alexandra qui est la salariée historique dedans. Elle est toujours là. Toujours là. Incroyable. Excellent. Toujours là. Elle est à Paris. Voilà, elle s'occupe de Coach Club merveilleusement bien. Et tout ça pour dire que cette partie-là est facilement revendable aussi. Oui, tu vois. Donc, il y a vraiment Move Your Fit, c'est divisé en 4 et la partie programme où il y a que nos noms dessus, c'est celle-ci qu'il va falloir peut-être revisiter. Donc, dans 10 ans, je sais pas, mais pour l'instant, il y a encore l'énergie. Et moi, je te dis une bêtise, demain, il y a quelqu'un qui arrive, je te revends ta boîte. Je dis, bah, ok, mais qu'est-ce que je vais faire derrière? Bah, pour l'instant, j'ai pas du tout envie de Ouais, t'aurais pas de projet, t'as pas de truc en tête. C'est un peu fini. Je pose cette question un petit peu de façon coquine, parce qu'il y a eu une période où il fallait faire son plan de vie sur 1 an, sur 5 ans, sur 10 ans. Sauf qu'à notre époque, savoir où on sera dans 10 ans, dans un monde post-Covid, pré je ne sais pas quoi. Là, ça fait 9 ans que j'ai commencé sur les réseaux sociaux. Si on m'avait dit, dans 10 ans, là où je serais, je serais là, chez Daron Dubiz, dans l'émission Daron. Avec Alexandre Ross, que j'ai rencontré en 2016. La consécration finale. Non mais voilà. Je peux te dire, je pense qu'aujourd'hui, tout va tellement vite. J'ai une vie incroyable. Je n'aurais jamais pu imaginer ça. Mes professeurs de lycée n'auraient jamais pu imaginer ça. Mais non, mais voilà, c'est la vie, elle est juste ouf. Et donc, du coup, comment veux-tu te projeter dans 10 ans? Je pense que on peut avoir une petite vision, on peut avoir des envies, on peut avoir, voilà, mais de là à être précis. C'est vrai que ça va très très vite. Hein. Très très vite. Là, on est dans des périodes qui s'accélèrent énormément et même moi, je sais pas où je serai dans 6 mois. Bien sûr. Non, mais là, vous, dans quel endroit? Je sais pas où je vais habiter. Vous avez créé votre business très récemment. Ouais, c'était pas écrit non plus. Vous êtes amis depuis longtemps, mais c'était pas du tout prévu. Non. Voilà. Et donc, du coup, ça s'est fait comme ça. Donc, du coup, non, ce serait prétentieux de prévoir. En tout cas, en fait, c'est la réponse d'un homme qui est bien dans sa vie, bien dans son business. La transition. Ouais, on l'a bien sûr. Il y a du métier. C'est infopreneur depuis longtemps. Et oui, et donc il profite de sa famille. Ouais, c'est clé pour moi. Ouais, c'est important. C'est important. Combien est-ce que tu as d'enfants? Comment ça se passe? Un seul. J'ai rencontré Aurélie. Elle avait 2 enfants qui avaient 1 an et 2 ans quand je les ai rencontrés. Donc du coup, ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. Et moi, donc j'habitais à Paris. Et donc c'est pour ça que je suis monté sur Lille, parce que vis-à-vis de leur papa, bah, c'était compliqué pour elles de bouger. Donc c'est pour ça que je me suis tapé 8 ans à Lille. C'est pas bien Lille. C'est sympa, c'est Lille. Entre les punks à chien de Rennes. Non, mais franchement, Lille, c'est génial. Enfin, je sais pas, mais c'était juste pas mon projet de vie. Oui, Moi, mon projet de vie a toujours été Annecy. Annecy. C'est vrai qu'Annecy, voilà, ça a l'air plus sympathique. Il n'y a pas grand monde qui se dit mon projet de vie, c'est d'aller m'installer à Lille. C'est sûr. Et pourtant, j'ai plein de Lillois qui me suivent. Donc, du coup, franchement, c'est pas contre Lille, mais vous savez. Alors qu'Angers, par exemple, les gens s'installent à Angers.
On les cherche toujours. Et donc du coup, voilà, c'était pas mon projet, mais c'était cool et c'est comme ça. Et donc on a eu ensemble un enfant qui a aujourd'hui 9 ans, qui s'appelle Anaël. Et donc je n'ai qu'un enfant, effectivement. Ta femme est aussi un peu dans le biz. Dans le game. Dans le game. Elle a sa chaîne à elle ou elle vient en guest chez vous? Elle a sa chaîne à elle, Ouais. qui a, je sais pas combien d'abonnés, presque 100 000 peut-être. Ah, quand même. Ouais. Ah oui, c'est du sérieux. Ouais, c'est du ouais. sérieux. Et donc, elle est plus spécialisée yoga, pilates et méditation, mais de même formation que nous à la base. Elle a aussi un brevet d'état des métiers de la forme. Ouais, c'est un vrai complément à ce que vous proposez aussi. Hein. Ouais, tout à fait. Donc on est complémentaires. Nous, c'est une partie qu'on maîtrise pas du tout, c'est pas du tout notre spécialité. Donc voilà, elle apparaît sur certains programmes. Donc les gens la connaissent, la reconnaissent, et donc du coup, ben c'était logique qu'elle propose des programmes chez nous aussi. Ouais. Super. Comment est-ce que vous conjuguez la vie professionnelle, la vie personnelle? Est-ce que tu arrives à avoir du temps avec ton fils, avec ta femme? Quand est-ce que le boulot est coupé quand vous êtes à la maison? Quand est-ce qu'il n'est pas coupé? Voilà. Quels sont tes secrets? Je sais pas si j'ai des secrets, mais en fait, ça a été effectivement la délégation de se dire que au début, moi, je faisais tout. Comme je le disais dans ma boîte, je faisais tout. Et le jour où j'ai eu un bras droit, où j'ai eu vraiment quelqu'un qui m'a assisté dans tout, dans les réunions avec les agences, dans la coordination, de le chef de projet et tout ça, bah ça a changé ma vie en fait. Ouais. Et donc du coup, aujourd'hui, bah oui, je travaille moins qu'il y a 5 ans. C'est sûr. Mais bah, ça s'est construit au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je travaille moins, mais par contre, on a mis des gens en place qui sont meilleurs que moi sur le montage, qui sont meilleurs que moi sur le Photoshop, qui sont meilleurs que moi dans le chef de projet, qui sont meilleurs que moi au global. Et moi, bah, je suis plus sur la vision, j'ai toujours la stratégie. De toute façon, elle vient toujours de chez nous et Bien sûr. Ça bouge pas. Ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé. Donc ça bouge pas. Je fais toujours le contenu. Ouais. En fait, moi, je dis que je travaille moins. Je travaille moins, mais en fait, on a un boulot passion. C'est ça. Donc du coup, là, vous êtes en train de travailler, on est en train de travailler. Mais voilà, enfin, je veux dire, faut quand même se rendre compte que je suis arrivé hier à 5h du matin de l'aéroport. Je suis arrivé donc dans l'hôtel, il était 7h. Ma chambre était évidemment pas prête à 7h du matin. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé faire une séance de muscu jusqu'à 8h. Après, à 8h, je suis allé mettre ma petite caméra sur le bord de la plage. J'ai tourné une vidéo YouTube. J'ai tourné un réel. Et boum. Et boum. bossé. En fait, j'ai bossé. Ouais. J'ai fait 3 heures dans la journée. Et je me rappellerai toujours, on était ensemble dans un mastermind, Fabien. Et moi, j'avais installé, on était dans des vignes, je sais plus trop. C'était à Lyon, je crois. Ouais, c'était à Lyon. Hein. Ouais, C'était ouais. à Lyon, dans un château fort à Lyon. Ouais. Et donc, j'étais dans des vignes et tout ça. Et j'avais tourné alors que tout le monde était à la piscine, tout le monde était machin et tout. Et puis, Fabien, je me rappelle très bien, il m'avait dit, tu sais pourquoi tu es ici? Parce que bah, tu fais tout ce que les gens sont pas prêts à faire à un moment donné. Et ça m'avait vraiment marqué. Je lui dis, bah ouais, c'est vrai. Mais en fait, comme toi, tu le fais avec passion, de façon machinale et tout, donc du coup, tu réfléchis pas. Mais en fait, Oui, je me avec le souviens, recul- en fait, on s'était levé un matin pour faire du vélo. Parce que moi, je suis toujours client quand il y en a un qui veut faire du sport. Moi, tout je m'étais seul, levé je suis plus tôt. Et tu t'es levé plus tôt, tu avais enregistré une vidéo pour la mettre après en première sur YouTube à 9h, quoi. Ouais, Moi, je t'ai levé à 6h, faire ta vidéo pendant 1 heure tout seul dans les vignes pendant que tout le monde dormait. Voilà. Et tu te dis, putain, c'est ouf. Alors que la veille au soir, on s'est couché tard et on avait sûrement un peu picolé. Bah ouais, mais c'est pas, en fait, c'est pas, je suis pas en train de dire, oh merde, fais chier, je dois faire. Ouais. Ouais. Je suis un robot. Ouais, tu vois, tu fais le truc, quoi. Tu fais ce que t'as à faire. Voilà, je fais ce que j'ai à faire et demain on a une conférence. Enfin, je fais une petite présentation un petit peu de mon parcours ici avec des entrepreneurs à Maurice. Et ben je vais vous spoiler la fin de ma conférence. Allez, vas-y. Mais je pense que ce que je mets à la fin, c'est quoi mon secret? Mon secret, c'est la régularité. Point barre. Mais c'est vrai, la régularité. J'ai commencé. T'imagines les gens dans le public, alors c'est quoi? Ah merde. Ah bah ça va être ça, je suis désolé, mais c'est la vérité en fait. C'est la vérité. Bien sûr.
Est-ce que toi, Alex, tu t'es arrêté depuis 2014 que tu as commencé sur Internet? J'ai un secret à vous révéler. Je suis allé au Japon en vacances en famille et c'est la première fois en, je crois, plus de 10 ou 15 ans que je n'ai pas ouvert mon ordinateur portable en 2 semaines. Voilà. Ouais. Non, mais voilà. Franchement, ça fait vraiment bizarre. Bien sûr, ça fait bizarre. Et ça fait du bien aussi. Ah bah oui, mais je pense qu'on a besoin. Mais voilà, on n'est pas. Mais en fait, moi, souvent, quand je pars, et les gens ils me disent ah, t'es encore sur ton téléphone, ah, t'es encore sur ton machin. Mais en fait, moi, je préfère partir souvent, mais toujours être un petit peu connecté. Ouais. Que de ne partir que 4 semaines dans l'année et couper à 100%. Ouais. Je préfère partir un petit peu plus. Oui, à chaque vacances, je suis parti, tout ça, parce que j'ai envie de profiter avec ma famille et tout. Mais par contre, je suis toujours en place. Mes équipes, je suis toujours connecté. Et ouais, c'est comme ça. Il y a des moments vraiment où... voilà, l'autre fois, je suis parti faire une retraite silencieuse pendant 3 jours. Un truc Vipassana? Ouais, non, un truc dans les montagnes. De gauchiste. Ouais, je sais pas. Et donc, du coup, ça, voilà. Là, bon, des fois, ça va être 48 heures, 72 heures. Mais je veux dire, au global, je suis toujours joignable. Mes équipes peuvent toujours m'envoyer un message tout le temps et je serai là pour y répondre. Équilibre papa, mari, Ouais. chef d'entreprise, facile? Ouais. Ok. On va toujours dire, ah, le jour où tu auras un enfant, tu pourras pas faire ci, tu pourras pas faire ça. Bah, non, c'est faux. Comment est-ce que tu fais pour... parce que moi, c'est vraiment une question sincère qui m'intéresse. Si t'intéresse. Je suis très équilibré sur le temps avec mes enfants, ma femme, mon business, mais ça pâtit toujours sur... Ça va être le sport à un moment donné, puis après ça va être le taf, puis après ça va être autre chose. Mais c'est vrai que j'arrive pas à cocher sport, diète, enfant, femme, entreprise et bien-être psychologique. Tu vois. J'ai l'impression que c'est le tiercé gagnant qui parfois les étoiles sont alignées et parfois t'es un peu en dehors. Toi, t'as l'air Je peux peut-être t'aider pour le sport. Parce que pour le sport, moi, c'est simple. Je me réveille à 6 heures du matin. Donc, 1 heure avant que tout le monde se lève. Et donc, du coup, de 6 heures à 7 heures, c'est mon moment pour moi. Et quand je monte, quand je vais voir Aurélie et Annelle, eh bien, je suis avec eux pendant le moment de une demi-heure, 1 heure à préparer Annelle pour aller à l'école. Et voilà. Donc, du coup, le sport, déjà, tu peux le faire très tôt. tu peux Alors le faire nous, on se très lève tôt. déjà à 6 heures parce qu'ici, on se lève très tôt. Mais tu peux Des fois le que je me lève à 5 heures. En fait, C'est un peu hardcore. évidemment, tout le monde n'est pas du matin et ça, je l'entends, il n'y a pas de souci. Mais en fait, le sport, il faut que tu le cales dans ton agenda. Il faut absolument que ce soit le rendez-vous vital, avec toi-même. Impossible à C'est ça, en fait. Et moi, si c'est pas le matin, à chaque fois que j'ai dit, ah, je vais peut-être le faire ce midi ou je vais peut-être le faire, je le fais pas. Ouais, c'est vrai. Moi, le premier, hein, je le fais pas. Donc, du coup, c'est le matin, c'est comme ça. Et toi, ça peut être un autre rendez-vous. Mais en fait, il faut vraiment que ce soit le rendez-vous avec vous-même, le rendez-vous à papa. Et en fait, inévitable. Et ça change tout. Moi, encore une fois, c'est le matin. Mais ça donne une dynamique. Et même quand tu es fatigué, tu te dis, ah non, je vais pas faire mon sport. Mais au contraire, c'est le sport qui va te donner la pêche. Et voilà. Donc, ça, c'est pour la partie sportive. Pour la partie alimentation, eh bien, moi, quand j'ai commencé, à 35 ans, j'ai commencé à voir que je récupérais plus de la même façon. J'avais pris mon petit kilo en 1 an, tous les ans, depuis 10 ans. Et à l'arrivée, tu te retrouves, ça fait 9-10 kilos en trop. Même si c'était mon métier, même je m'entraînais pas de la bonne façon. Moi, je faisais du step, de l'aérobic. J'étais tout le temps en déplacement à l'étranger et tout, à droite, à gauche. Et donc, du coup, j'avais pas des bonnes habitudes. Moi, pendant mon sport, je buvais du coca pendant mon cours. On me donnait du sucre. Parce que quand j'étais, voilà. Donc, du coup, tu vois, j'ai changé tout ça. Aujourd'hui, je bois plus de coca. Que pendant mes trails, des fois, parce que pour redonner du truc. Mais je veux dire, j'ai changé mes habitudes alimentaires à partir de 35-36 ans, T'as quel âge aujourd'hui? J'ai 44 ans. Je suis Il est bien conservé. Merci. Il est fit, il est beau. Le sport, la bonne alimentation. Il y a pas de, tu sais, il y a pas de secret. Moi, sur mes vidéos Quelle est YouTube, l'adresse de ton chirurgien esthétique? sur mes vidéos YouTube, une de mes premières vidéos YouTube, c'était "Je suis devenu dégueulasse". Aujourd'hui, je ne pourrais plus mettre ce titre-là. C'était en 2016. Tu regardes toujours, il y a "Et je suis dégueulasse". Mais c'était moi ce que je me voyais dans le miroir et dans cette vidéo, je me rappelle très bien. Je dis, on s'est tous regardé à un moment donné dans le miroir, on s'est tous dit,
Oh, je suis dégueulasse. Ouais, tous les matins, ouais. Mais nous, c'est sûr, ça dure un peu trop longtemps. Comme ça, ouais. Non, mais voilà, faut arrêter de se voiler la face et de dire ouais, comment tu peux parler, mais c'est juste, on se parle, c'est comme ça, c'est la vie, voilà. Donc c'est Ah oui, pas... t'es dans le côté on n'est pas dans le body positif, c'est ça? Ah, le body positive. Dans le body réalisme. Bah, c'est ça quoi. Le body positive, je suis d'accord avec le mouvement, il faut s'accepter, c'est pas le souci. Mais en fait, on est trop dans le body positive. En fait, le problème du body positive, c'est que on est trop dans l'acceptation de ces formes. Mais le problème de ces formes, c'est que ça amène du diabète, ça peut amener des problèmes de santé. On en parlait hier soir au restaurant, j'ai fait des analyses de sang, et il y a certains trucs où je suis au-dessus du truc. Bah, la réalité biologique, elle est là. Ouais. C'est que le fat que t'as en trop, le machin, mais en fait, mon gars, c'est du cholestérol, voilà. C'est un diabète qui est pas top. Ça t'empêche pas de t'accepter, ça t'empêche pas ça t'oblige à te bouger le cul, à te dire, bah, en fait, il y a une réalité, c'est que tu dois te bouger le cul et améliorer ton lifestyle. C'est ça aussi la réalité. Et puis en plus, cette connerie du body positive ne rend pas les gens heureux, puisque il y a personne qui se voit dans une glace qui est en surpoids ou gros qui se disent oh putain je suis belle. En fait, si il y a les reels, il y a cette tendance-là. Moi, je trouve qu'elle est dangereuse. Elle est très dangereuse et elle est fausse. C'est effectivement des gens regardez, je suis magnifique. Puis après, ça va se mettre en sous-vêtements, machin, etc. C'est dégueulasse. Non, mais ça va être sujet. Oui, mais ça c'est vrai. Non, pour moi, il y a un encours. Ce reels va être cette partie va être détournée en reels, un entretien. Mais je parle en tant qu'ancien gros, donc je suis toujours un petit peu en surpoids, mais je parle en tant qu'ancien gros. Il y a aucun avantage à l'être, aucun. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme toi tu le dis que t'es ancien gros, il y a que toi aujourd'hui qui peux en parler. Moi, en étant sportif machin, je peux difficilement avoir un discours aussi agressif. Oui, mais il est pas agressif, Faris. Non, il est pas agressif, mais il est légitime. Enfin, j'ai caricaturé, hein, mais tout comme il y a que les Noirs qui ont le droit de parler des Noirs. Aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir un discours engagé sur quelque chose, alors que des fois, c'est juste soit une blague ou soit voilà, tout est déformé. C'est sûr. Après, moi, je te le dis, quand j'étais au collège, je me faisais harceler à cause du poids, et aussi je me suis cassé les deux chevilles. Parce que j'avais un mauvais équilibre et que j'étais trop lourd. Oui, mais ça c'est la réalité. C'est la réalité. Et aujourd'hui, je suis plus équilibré, etc. J'ai encore un petit peu à perdre. Et il y a une réalité dont on parlait hier soir de certains marqueurs sur la prise de sang. Et ça, c'est une réalité biologique, c'est une réalité du quotidien. Et si je ne fais rien sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'aurai du diabète. Mon espérance de vie va diminuer. Je pourrais avoir des problèmes cardiovasculaires. Ça, c'est la réalité. Je pense que les gens, faut qu'ils l'entendent. Ils sont bien jolis, ces reels de merde. Mais en fait, si c'est pour au final mourir plus tôt, profiter moins des siens et pas faire les choses. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que la majorité des gens qui font des réels en mode je m'assume et tout ça, soyez heureux. Et c'est très bien, c'est pas le sujet. Mais par contre, c'est ces mêmes personnes-là qui vont se tuer à la salle à côté, qui vont tout faire pour perdre du poids, pour être en meilleure santé. Oui. Et ça, c'est la réalité. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, faut faire attention à ce qu'on montre sur les réseaux sociaux. C'est parce que la personne qui dit qu'elle doit s'assumer, ça, c'est très bien. Mais au fond d'elle, dans son quotidien, eh bien, elle fait tout quand même pour sortir. Je pense. Sinon, elle en parlerait pas. De son obésité. Moi qui ai connu les deux, donc l'obésité, même il y a 10 ans, un très bon niveau de trail, c'est incroyable comment le corps se complaît dans la médiocrité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis en surpoids. Bon, je suis pas obèse, mais je suis en surpoids. J'ai au moins 10 kilos de trop. Mais mon corps s'est habitué à ça. Alors que quand j'ai fait la transition, justement, je faisais beaucoup de sport et il y a toujours une petite transition, ça prend toujours un petit peu de temps, hein, ça va prendre 3-4 ans. Et je sentais que j'étais en moins bonne forme physique et le delta entre quelqu'un qui est en pleine santé et le delta d'une personne qui est en surpoids, c'est difficile à percevoir pour la personne qui est en surpoids, mais en termes de santé, en fait, l'écart, il est beaucoup plus grand qu'on peut l'imaginer. Ah, bien sûr. Et ça joue aussi, tu vois, dans cette idée de s'accepter. Moi, ça me saoule les en surpoids, mais bon, je vais un peu à la muscu, mais j'ai pas encore eu le déclic pour me bouger. Pas encore eu le déclic, c'est ça. J'ai pas eu le déclic pour me bouger le cul et de me dire, putain, en fait, là, je vais recourir 50 km. Bon, peut-être que ça me viendra ou pas, on verra. Fais prise de sang, tu vois. Ça va oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'Alex l'a eu, là. Ah ouais, mon pote, l'alcool et tout, j'ai divisé, je crois que j'ai enlevé 90% de ce que je bois. Hein. Ouais, et c'est ça, il y a un moment, il faut un déclic et il faut aussi un projet. Parce qu'aujourd'hui, si tu me resserres un petit verre de rouge, je vais dire, bah oui.
C'est même moi qui vais le resservir. Tiens, attends, on va prendre un coup de rouge. Alors que quand t'es sportif, quand tu fais du sport et que tu sais que ce petit verre de rouge là, ou ce deuxième ou ce troisième, en fait, le lendemain à la salle, parce que tu t'es dans la performance, ça va jouer, tu le prends pas. Et cette addition de petites choses, comme dans le business où tu as la régularité dans les choses positives, quand tu as de la régularité dans les choses négatives, au bout d'un moment, tu as les résultats qui vont avec. Ouais, non, mais, bien sûr. Mais voilà, nous on a plein d'exemples de personnes qui ont eu un déclic. Moi je me rappelle quelqu'un qui a perdu 50 kilos. C'est énorme. Son projet c'était d'aller sur le lit superposé de sa fille pour lui lire une histoire. Ah ouais, putain. Même limite envie de chialer. C'est clair. C'est ouf, un truc émotionnel. Un truc de fou. Ouais. Et elle a réussi à perdre ses 50 kilos. Ouais. Elle l'a pris en photo. Sur le lit superposé de son enfant. Ça a changé ma vie. C'est magnifique. Voilà. Et donc du coup cette personne-là, est-ce qu'elle était plus heureuse avant, machin, ça on sait pas, mais par contre une fois qu'elle a perdu ses 50 kilos, je peux te dire que sa vie elle a changé et que oui, elle est plus heureuse aujourd'hui. Enfin, c'est sûr. Bien sûr. Vous avez combien de clients transformés depuis le début? Nous, sur notre programme T12S, on a plus de 100 000 personnes, compris, 100 000. Compris 100 000, c'est énorme. Après, c'est vrai que plus, parce qu'on a plein de petits, on a le programme ventre plat, etc. Donc, on a d'autres, on a plus. Je n'ai pas ce chiffre en tête, mais en tout cas, voilà, sur T12S, c'est un programme, c'est un programme qui a transformé énormément de personnes. Petit conseil pour Josiane, 45 ans, 1m62, 78 kilos. On n'a pas fini tous les conseils pour la vie d'Alexandre Ross. Continue. On a parlé du sport, on a parlé de pas trop d'alimentation. L'alimentation, et c'est sûr que, excuse-moi. J'ai pas compris où tu voulais en revenir. Parce que Alex, en fait, il était dans le conseil sportif. Donc la partie sportive, je lui disais de se lever un petit peu plus tôt le matin, et voilà. La partie alimentation. La plupart du temps, les gens, ils nous disent, moi, franchement, je fais tout bien et je comprends pas, j'arrive pas à perdre. Moi, je fais pas tout bien. Je pense que j'ai des meilleures habitudes que la plupart des gens. Oui. Et tout bien depuis combien de temps? Alors, c'est ça, en fait. Ouais. Souvent, je fais tout bien depuis un mois, mais en fait, ce que tu comprends pas, c'est que ça fait peut-être 10 ans que tu es au régime, 15 ans que tu es au régime, et là, ça fait juste un mois que tu fais les choses bien. Et donc, du coup, ton corps, là, il est juste en train de te dire, attends, qu'est-ce que tu m'amènes encore comme nouveau régime, là, dans mon corps? Et donc, si au bout de 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, là, il commence à se dire, là, on est sur le bon chemin, je vais peut-être te débloquer et te déverrouiller quelque chose. Allez, je te fais perdre 3 kilos tout de suite. Ouais. Et souvent, les gens, ils perdent au bout de 5-6 semaines des fois, hein. C'est le déclic, hein. Mais parce que des années de régime, tu peux pas les supprimer comme ça. Mais par contre, des nouvelles mais il y a aussi une partie des gens qui disent je fais tout bien, je comprends pas. Montre-moi ton frigo. Moi c'est plutôt la cave. Ouais, non mais dès que j'arrête l'alcool, je perds immédiatement du poids. Montre-moi ton frigo, montre-moi tes habitudes hebdomadaires, montre-moi ton rythme, montre-moi ce que tu manges. Ouais, mais là, c'est juste le petit gâteau. Mais non. Ouais, mais non, en fait. Mais c'est juste ça. Ouais, mais c'est juste. Plus. La bonne question, c'est je fais tout bien. Ok, qu'est-ce que t'as mangé hier soir? Ah non, mais hier soir, c'était pas pareil. Mais oui, mais c'est incroyable. Ouais. Et nous, en fait, je pense que ce qui fait la force de T12S, c'est qu'on va rien te supprimer. Ça fait 30 ans que tu as ton habitude de chocolat chaud le matin au petit déjeuner. C'est violent quand même, ça. Ma sœur, c'était ça. Ah ouais. Ma sœur a perdu, je crois qu'elle a perdu plus de 15 kilos. Avec son bol de Nesquik avec le programme, en le supprimant, en l'enlevant. Mais elle avait ses habitudes de plus de 30 ans. Et maintenant, ma sœur, elle prend des œufs. Mais jamais de la vie, c'était envisageable pour elle. Ouais. Par contre, on va rien t'interdire, mais par contre, on va te proposer des choses, des alternatives. Et on va te demander de progressivement d'enlever ci, d'enlever ça. Et tu vas voir que de toi-même, tu vas prendre des nouvelles habitudes. Par exemple, on parlait du carré de chocolat. Moi, aujourd'hui, c'est 80-85%, 90%. Jamais de la vie avant, c'était possible. Mais ton palais, il va s'habituer. Et c'est juste intégrer petit à petit des choses pour que ça devienne des habitudes. Et on est surpris, en fait. La plupart des gens qui nous disent « Mais moi, je suis incapable », essaye, et ça va venir. Tu vas peut-être pas avoir le déclic là-dessus, mais sur autre chose, tu peux peut-être l'avoir. Essaye une fois de manger du salé sur tes 7 jours de la semaine. Essaye une fois. Le matin, ouais.
Essaye une fois et tu verras que peut-être c'est pas mal. Bah, ça va se transformer en 2 fois. Ça va se transformer en 3 fois. Moi, Naël, le matin, il mange des œufs. Enfin, je veux dire, c'est normal. Ouais. Mais si ça n'a pas été dans ton ordinateur depuis tout petit, ben sache que c'est pas une fin en soi et que c'est possible de changer ça. Ouais. J'ai mangé des œufs ce matin, j'ai fait des œufs à ma fille aussi. Ah, ça c'est génial. le Et premier ça, pas. tu lui fais un cadeau. Ouais. Tu lui fais un cadeau à ta C'est fille. elle qui réclame maintenant. Avec Voilà. des œufs le matin. Ouais. Ouais, Là, ouais. je voyais à l'hôtel ce matin. Faut que j'en fasse un réel parce que j'y ai pensé vraiment. Et c'est comme quand j'étais au Costa Rica en février dernier où j'avais fait un réel d'un enfant qui était assis sur les genoux de sa mère et il était au coca comme ça, il Ah, buvait, il violence. avait 1 an et demi. Aïe, 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 Et aïe, moi aïe. j'ai eu des réponses de gens, ouais, comment tu peux filmer un enfant comme ça? Évidemment je l'ai caché, évidemment j'ai pas filmé sa tête au petit. Mais en fait le sujet, vous Ouais, vous c'est trompez pas- en fait. c'est clair. La société, vous vous trompez de sujet. C'est Ouais. pas moi qui est en train de filmer l'enfant qui est pas bien parce que moi, il est caché, personne le voit. Je suis en train de montrer un problème de société. On est en train d'intoxiquer nos enfants. Et là, ce matin, il y avait quelqu'un qui était avec sa maman en tête à tête. Il avait 11-12 ans. Il était très costaud, le jeune. Il bouffait que de la merde. Et moi, ça me rend fou en fait parce que lui, il a rien demandé. Et c'est nous, adultes, qui devons protéger nos enfants et qui devons dire, mais on doit lui donner on est en train d'empoisonner notre enfant en faisant ça, en lui donnant que des croissants, des pancakes, des machins, que du sucré dès le matin. T'es en train d'empoisonner ton enfant, tout simplement. Donc nous, qui sommes un peu alertes avec tout ça, on doit faire les choses différemment. En fait, Très juste. sur ce sujet, ce qui est grave pour les enfants, c'est même pas à court terme, parce qu'un enfant a toujours des ressources. Mais on en parlait hier soir, c'est surtout l'exemple qu'on leur donne. Et quand dès le plus jeune âge, tu as 1 an, tu bois du coca, t'enchaînes après avec que des alimentations sucrées, en fait, tu vas tôt ou tard arriver en surpoids ou en obésité, ou même juste en surpoids. Donc ça, c'est évidemment un problème. Mais c'est que tu vas traîner ça, en fait, toute ta vie. Toute ta vie. En fait, quand tu as été obèse une fois, c'est une lutte permanente dans toute notre vie. Et moi, je suis dans les années 80, dans une famille où il fallait toujours finir son assiette. On mangeait pas forcément hyper... c'était pas malsain. Il y avait, ma mère cuisinait, mais il y a toujours des conneries qui traînent. Et puis, c'était les années 80, l'industrialisation. Mais c'est ça. Et je note que les parents n'avaient pas beaucoup d'infos parce que je m'en souviens en maternelle, en primaire, en goûter, ils nous donnaient des sneakers, des Bien lions sûr. de Mars. Parce que Moi, j'avais les 2 Twix bien sûr. à chaque Parce fois. que c'est bien pour vos enfants, vous allez voir, Bien ils sûr. vont avoir de l'énergie, Il y a etc. du lait. Ouais. Et nos parents, ouais, super, c'est pratique, machin, etc. J'aimerais faire vraiment une aparté parce que là, on parle d'obésité, etc. On ne naît pas tous égaux. Tout de même, on n'a pas tous la même génétique. Oui. Il y a des gens qui sont obèses pour qui c'est très compliqué d'en sortir. Et ça, on va pas dire que il suffit juste d'enlever ci, il suffit juste d'enlever ça. Il y a des hormones, etc. Donc on fait quand même attention à notre discours et à ce qu'on dit. Mais c'est très juste que tu vois, enfin c'est scientifiquement réel. Les populations du Pacifique, île Samoa ou Wallis et Futuna là, eux ils ont toujours été très minces. À partir du moment où ils ont intégré l'alimentation industrielle, leur patrimoine génétique ont fait que ils sont tous devenus énormes. Ouais. Alors que ils vont manger comme d'autres populations qui vont pas grossir autant. Et évidemment, c'est pas non plus une excuse, parce que quand tu vas en Amérique du Sud ou aux États-Unis, quand tu vois un gamin de 1 an et demi qui boit du coca, ou au Mexique, le Mexique c'est extrêmement violent. Hein. Les enfants très jeunes, ils leur vendent des produits à base de sucre dans tout, et les gens s'alimentent de ce genre de produits comme une normalité. Donc eux deviennent. Non, mais c'est horrible. C'est horrible. L'autre fois, j'ai vu une story d'une amie qui était dans un hôpital ou une clinique et elle attendait, je sais plus quoi. Et donc il y avait un kiosque. Il y avait que des produits en fait de merde. Et en fait, on est entouré de ça. Et c'est pour ça que tu me posais la question, est-ce que c'est notre faute? Est-ce que c'est pas de notre faute? C'est pas tant de notre faute que ça parce que le marketing, il est fait sans cesse que on est tenté par ça, on est à la télé, on nous dit qu'il faut acheter ci, on nous dit que c'est bien. Le Nutri-Score, il est bon, donc vas-y. Si c'est pas notre faute, c'est au moins de notre responsabilité d'agir. Ouais.
Parce que même si on est dans une société où il faut trouver des coupables de tout et se dédouaner également de tout, au moins parlons de responsabilité de chacun, de sa propre santé et de ceux de ses enfants. Je pense que c'est le minimum. Et t'as raison de spécifier, on n'est pas là pour faire du fat shaming, mais à un moment donné, c'est notre responsabilité d'être en bonne santé et ça passe par ça aussi. Ouais. Et puis, je pense que tout ce qu'on a ancré depuis tout petit, on en parlait tout à l'heure qu'il y a plein de choses qui peuvent changer au niveau du palais, etc. Mais moi, c'est pareil, j'avais fait aussi une vidéo sur YouTube où je disais, je veux pas être comme mon père. Mais en fait, moi, mon père, même gabarit que moi, sauf que il faisait le quintal et entre 90 et 100 kilos, avec juste le gros ventre et tout ça, parce qu'il a toujours bien mangé. Et moi, mon père m'a toujours dit, et je me rappelle très bien, je devais avoir 9-10 ans, un jour, il m'a dit, parce que je lui ai dit, oh, t'es costaud, ou je sais plus ce que je lui ai dit. Il me dit, tu sais, moi, à ton âge, j'étais comme toi aussi. Ouais. Et donc, du coup, moi, cette phrase-là m'a fait me dire que moi, à son âge, je serais comme lui aussi. et ça, Et t'étais ça pas a été d'accord. très présent, très longtemps. Et en fait, au fur et à mesure que je grandis, là, j'ai 44. Je dis, non, en fait, je serais jamais comme ça, en fait. Mais t'as fait un beau cadeau avec cette remarque. Ouais. Il t'a coaché sans le savoir. Je sais pas parce qu'il m'a vraiment mis cette graine-là et j'étais convaincu que j'allais être comme ça quand même. Ah, t'étais convaincu que t'allais le devenir ou Ouais. alors ok. Que j'allais le devenir. Je me suis pas Ouais. dit, ah non, moi jamais de la vie je serais comme toi. Ouais. Moi je pensais vraiment que j'allais prendre cette direction-là Je aussi. suis dans la merde, je vais être comme ça quoi. Ouais. Ok. Ouais. Et alors que non. Et donc vraiment, il faut vraiment intégrer le fait que rien n'est figé. T'as ta mère qui était comme ci, t'as ton papa qui était comme ça, tu peux changer. C'est pas parce que c'est plus dur que faut pas le faire. Hein. Bah ouais. Toi, tu disais, même si c'est pas de notre faute, ok, c'était peut-être pas notre faute si on veut. Par contre, qui va en payer les conséquences Ouais. C'est nous-mêmes. Donc, à nous de décider si on a envie de faire une prise de sang, de se dire, oh merde, il y a un petit peu de trop de mauvais gras. Donc voilà, si on parle sur la partie alimentation, si tu sais ce qu'il faut faire déjà sur le court terme et tout ça. Je sais. Après, il faut le mettre, il faut l'appliquer. Ça, C'est plus la régularité. C'est la régularité. Pareil. Pour moi, le problème, c'est la régularité parce qu'en fait, on est trop invité partout, on a trop de sorties. On a trop de choses comme ça. Moi, je suis invité nulle part, moi. Non, mais en fait, moi, je suis entouré de sportifs. C'est génial. Ah oui. Mais nous, on est entouré d'entrepreneurs à succès. Ils sont des gros gras. Honnêtement, ils sont pas tous gros gras, au contraire, mais c'est des kiffeurs. Donc c'est du resto, c'est du vin, c'est du champagne, et c'est des beaux restos, des belles adresses, et c'est souvent. Tu vois, là, ce midi, on va aller au resto, mais on va faire gaffe. On a un resto jeudi midi. On a un resto ce soir. Accord, mais vins, c'est ça. Pour moi, le gros problème, c'est ça. Parce que quand je suis chez moi, ça va. Le matin, c'était des œufs. Hier, c'était du poisson. C'était des choses qui sont propres. Et pour moi, le gros problème, c'est vraiment, je veux essayer d'éliminer l'alcool parce qu'au final, ça me fait plus de mal que de bien. Je suis d'accord. J'encaisse moins bien, je me réveille moins bien. Quand je bois, je culpabilise maintenant. Ah oui. Ouais, maintenant je suis en mode parce que maintenant que j'ai fait mes analyses etc, on m'a dit pour le foie faut faire attention etc, mais en fait je culpabilise, je prends même plus plaisir au début mais après non, donc ça devient un vrai problème, pas dans le sens où j'en prends beaucoup, mais c'est même le verre ou deux que je vais prendre maintenant par semaine, il me fait même plus plaisir, donc c'est vrai des vrais sujets tu vois, à vouloir évacuer. De toute façon l'entourage joue énormément. Hein. Tu vois, moi qui ai fait du trail, tu me remets dans un environnement où il y a que des mecs qui courent et qui parlent que de ça. Tu fais que ça. Toi, hier, tu me demandes des vidéos, de trail, parce que évidemment, toi, son truc, c'est de faire du trail. En fait, ça me rappelle ce que j'ai fait. Et je me dis, putain, ça me donne envie de courir. En plus, c'est dans un bon environnement ici, tu pourrais, tu vois. C'est compliqué, il fait hyper chaud et humide. Et ouais, en plus, c'est très caillou, machin. Pas courir, là où j'habite, je cours sur la plage de Montchoisy, mais elle fait 3 km. Donc je l'ai fait une fois aller-retour, tu fais 6 km, t'es content, mais il faudrait habiter plus dans le sud de l'île ou dans l'ouest, où t'as des parcours, tu vois, un petit peu montagneux. Bon, après, c'est pas une excuse, évidemment, mais c'est une addition de toutes ces petites choses qui fait que, tu vois, je serai entouré ici de mecs qui font du trail. En fait, les mecs, on va faire une sortie dimanche, tu viens. Bon, allez, j'y vais, je vais en chier comme un porc, je vais être 10 km derrière, mais je vais la faire. Donc après, ça va me relancer. Mais c'est vrai que, évidemment, quand tu es obèse, et si tu es entouré d'obèses, ça va être beaucoup plus difficile de perdre du poids. Oui, l'environnement, de toute façon, ça c'est sûr et certain. Donc, petit conseil pour Josiane, 45 ans, 1m62, 78 kg, qui a fait le yo-yo toute sa vie.
Comment elle reparle? Comment elle repart? Elle essaye de faire une petite vidéo YouTube chez Move Your Fit tranquillement avec un cours débutant qui va la remettre en confiance. Ça va sur Google. Qui va, ouais, sur Your Fit. YouTube, Google. On s'abonne. On s'abonne. Ah oui, on s'abonne aussi chez nous, aussi on s'abonne. On s'abonne. Voilà, on s'abonne au daron des bises. Non, mais je pense qu'en fait, il faut recommencer par reprendre confiance. Se dire que c'est possible. Se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit plein d'avant-après, on voit plein de trucs. Pourquoi ça t'arriverait pas à toi? Pourquoi toi, qui es toute seule en train de regarder ton truc, voilà. Et donc, du coup, avec de la prise de confiance, un petit cours débutant, tranquillement. Et puis après, tu augmentes l'intensité, tu commences à faire 1 cours par semaine, 2 cours par semaine, 3 cours par semaine. Puis après, ça commence à devenir ta petite routine. Tu commences à regarder un petit peu ce que tu mets dans ton frigo, dans ton alimentation. Tu commences à faire attention. Au bout de combien de temps, ça? Au bout de combien de temps? Il faut pas lâcher, tu vois? En fait, c'est même pas au bout de combien de temps. C'est tu vas commencer à faire un cours par semaine. Et puis, tu vas prendre goût. Et puis, au bout de 2 semaines, peut-être que ça va se transformer en 2 cours par semaine. Et puis, ça va être progressif. Moi, en fait, les gens qui mettent tout d'un seul coup, du jour au lendemain, en général, 3 mois après, ils ont arrêté. Donc, moi, je préfère que tu sois un gros bon diesel qui va tenir sur le long terme plutôt que quelqu'un qui va tout cramer et qui va faire un sprint et qui va être essoufflé au bout de 3 mois. Faut pas lâcher l'affaire, même si on n'a pas des résultats tout de suite, faut continuer. C'est ça, parce qu'en fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on sait que ça marche. C'est-à-dire que la régularité, le sport, la bonne alimentation, ce combo-là, on sait que ça fonctionne. Donc à partir du moment où tu mets le pied dedans, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Il faut être bien entouré. Et c'est pour ça que dans notre groupe T12S, bon, je suis pas là pour faire de la pub pour T12S, mais je parle de notre programme. On l'a fait sur 3 piliers. Sur le sport, donc vraiment quelque chose de très simple, en 20 minutes par semaine. Pas 20 minutes par semaine, en 20 minutes par entraînement, 18 minutes même exactement. Le HIIT nous permet de faire beaucoup d'intensité pendant 30 secondes, se reposer pendant 30 secondes, beaucoup d'intensité pendant 30 secondes. Et en 18 minutes d'entraînement, tu vas brûler un maximum de calories. Aujourd'hui, c'est fini. À l'époque, moi, à mon époque, quand j'ai appris pendant mon diplôme, il fallait courir minimum 45 minutes pour pouvoir aller piocher dans les graisses, etc. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas besoin. Ça dépend de l'intensité que tu y mets. Et avec l'afterburn effect, eh bien, tu vas continuer à brûler des calories après cet entraînement-là. Donc c'est génial. La plupart des gens qui nous suivent, ils n'ont pas le temps de faire du sport. Et donc du coup, 20 minutes, si tu me dis que t'as pas 20 minutes dans ta journée à consacrer à ta santé, je peux te dire que tu te trompes. Et donc, du coup, 4 entraînements de 20 minutes, ça repose, ça c'est notre programme. Ensuite, l'alimentation. Nous, on va pas te dire, on n'est pas des Weight Watchers, on n'est pas des comme j'aime ou des trucs comme ça où tu vas payer et on va t'apporter un plat. Non, nous, on va t'apprendre à bien manger. Et ça, c'est toute la différence. Et à l'école, on devrait nous apprendre à bien nous alimenter. Personne ne nous apprend à bien manger. Personne ne nous dit il faut que tu prennes ça le matin, il faut que tu prennes ça en collation, il faut que tu manges comme ci, il faut que tu manges comme ça. Et pourtant, il y a la fameuse pyramide alimentaire qu'il y a à l'école. Ouais, tu crois que ça suffit? Je sais pas. Il faudrait déjà que les profs eux-mêmes soient nickel. Ouais. Donc, on apprend ça nulle part. Donc, l'alimentation et après, la motivation. C'est le 3e pilier de notre programme. Et là, la motivation, en fait, au tout début qu'on a créé T12S, on n'avait que les 2 piliers. Et quand je faisais un live sur Facebook et tout ça, je disais, qu'est-ce que vous voudriez? Faudrait un forum où on pourrait échanger, etc. Et dès le lendemain, on a créé le groupe privé. Et là, il y a plus de 70 000 personnes qui sont sur le groupe privé là. Tous les jours, il y a des centaines de posts qui sont mis. Il y a Josiane qui vient d'arriver sur mon poste et qui dit, Josiane, elle est infirmière à travail de nuit. Un travail de nuit, elle dit, comment je fais pour m'organiser sur ma journée? Et là, tu vas avoir 20 infirmières qui vont venir aider Josiane et qui vont dire, moi, je fais ci, je fais ça. Et cette entraide, et c'est ça qui est important parce que le 3e pilier de la motivation, de la discipline, il est hyper important parce que
souvent, vous allez avoir votre mari qui va vous dire, et je parle au féminin, mais ça peut être votre femme, mais souvent c'est comme ça, parce que nous, c'est 85% de femmes qui nous suivent. Le mari qui va dire, ah, pourquoi tu fais ça? Voilà, qu'est-ce que tu fais là? Allez, va faire ton sport ailleurs, machin. Tu vas pas être aidé, tu vas pas être motivé. Ouais. Et comment veux-tu y arriver avec un comportement et un entourage comme ça? Après, et pareil, les copines, ah, qu'est-ce que tu fais, machin? Tu vas perdre du poids et Ouais. tu seras plus comme nous. Bah ouais. Le nombre de divorces, le nombre de séparations qu'on a eu. Non, mais c'est la vérité, c'est vrai en plus. Ouais. Parce qu'en fait, les gens reprennent confiance en eux. Ouais. Les gens sont plus les mêmes. Et donc, du coup, bah, ça dérange. Et les gens derrière, une fois qu'ils ont perdu, c'est ces mêmes gens-là qui disaient oh, qu'est-ce que tu es en train de faire une fois qu'ils ont perdu 15 kilos? Comment t'as fait? Comment t'as fait? Tu peux me donner ton truc? Ah tiens, s'il te plaît. Ah ouais, c'est pas mal. J'ai vu ton témoignage et tout. Ouais. Et donc du coup, l'entourage, il est capital. Ou alors, si on n'a pas l'entourage, bah la force mentale, il faut aller la chercher. Moi, j'ai pas besoin. Tu vois, je suis pas entouré d'entrepreneurs. Je suis pas entouré de. Mais par contre, bah j'échange beaucoup. On a des groupes WhatsApp. Mon entourage est quand même fait. Oui. Tu vois, le matin, moi, par exemple. Quand je m'entraîne, ben c'est tout le temps vidéo YouTube, podcast, motivation, et c'est ça ma motivation, tu vois. Donc essayez de trouver la motivation là où vous pouvez, mais en tout cas il faut la trouver quelque part. Ouais. C'est juste, on a la chance aujourd'hui, c'est différent il y a quelques années où il n'y avait pas de. On n'était que lié à notre entourage. Forcément, on ressemblait que aux personnes qui nous entourent. Maintenant, quand même, avec Internet et YouTube, on peut s'abreuver de choses intelligentes toute la journée. Et évidemment, si tu te mets dans la tête du contenu de qualité toute la journée pour devenir entrepreneur, tôt ou tard, évidemment, même si ton conjoint ou tes potes ils te disent que tu fais de la merde, bah, tu vas quand même aller Bien vers sûr. ça de façon logique. Et c'est pareil, évidemment, avec le sport. Tout à fait, tout à fait. Tu arrives à inclure ton fils dans des activités sportives aussi? Et première question, et la deuxième question, c'est est-ce que tu l'intéresses, tu le formes à l'entrepreneuriat? Ou est-ce que tu fais ton activité? Ouais. Bah, première question, moi de toute façon, moi je sais pas faire un Monopoly, je sais pas faire un Scrabble, donc moi tu vas pas réussir à me poser, j'aime pas Fais ça. pas chier avec ça. Ça c'est maman, donc moi c'est vrai que j'arrive pas à me poser à part Uno en vacances, en déplacement, voilà. Et donc moi dès qu'il y a un moment de libre, bah, on va faire du sport. Et moi c'est vrai que Anel il a sa petite chaîne YouTube. Ah, excellent. Et donc du coup on a commencé première chaîne YouTube, on avait fait 4 kilomètres à 4 ans. Et donc du coup, Oui, c'est vrai. mais c'était en mode je marche 300 mètres, je cours 300 mètres, enfin je ne force évidemment pas, on n'est pas dans la compétition, on est juste en mode t'as 4 ans aujourd'hui, on va faire 4 kilomètres, c'est un petit peu le défi. Et donc tous les ans, on a fait 5 kilomètres à 5 ans, 6 kilomètres à 6 ans, machin. Et aujourd'hui là, il a fait 9 ans, il a fait 9 kilomètres sur tapis, parce qu'on pouvait pas à l'extérieur, moi j'étais blessé de la cheville et tout, donc on pouvait pas aller dehors. Donc 9 kilomètres sur tapis en 58 minutes. Donc, Ah ouais? ouais, Oh, c'est bien. c'est bien. Putain, la vache, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais. À 9,5 km/h. Ouais, pas mal. Et donc c'était pas mal. Et donc du coup, il est allé chercher tout seul. Et donc, moi, j'essaye de l'orienter sur le sport. Là, l'autre fois, on a fait 53 km en vélo. On a fait le tour du lac en partant de chez nous et tout ça. Et il y a plein de gens qui me disent toi, tu le pousses quand même à faire des trucs. Alors déjà, je le pousse pas parce qu'il kiffe. Et deux, on a trop tendance à croire que nos enfants sont pas capables de faire ci ou c'est ça. vrai. Moi, je me rappelle très bien, Anel, il a fait du vélo sans roulette à 2 ans et 10 mois. Donc, assez jeune. Mais pourquoi il a réussi? Parce que papa, il a enlevé les roulettes et il l'a poussé. Ouais, En bien fait, on pense trop que notre enfant, ah bah non, on surcouve, ça se dit Ouais. pas, mais Ouais. Surprotège. on surprotège tout à fait trop nos enfants. Et donc dans le sport, ben je l'accompagne. Là le judo, bah voilà, moi j'ai fait 15 ans de judo, je suis un peu dégoûté qu'il veuille arrêter, mais c'est pas grave, il en a quand même fait 5 ans. Et je pense que ces 5 ans lui a apporté beaucoup de valeur parce que le code moral du judo, voilà, il est vraiment top. Il fait du foot? Il fait du foot. J'ai pas voulu qu'il fasse du foot. Ouais. J'étais dégoûté. Mais en fait, il kiffe ça. C'est en lui. À chaque fois qu'il va au judo, parce qu'on a commencé, là, on va finir l'année, eh ben, ça le fait chier. Il essaye de négocier pour pas y aller. Alors qu'au foot, c'est le premier à y aller, machin. À un moment donné, tu peux pas lutter, en fait. C'est comme ça. C'est comme,
c'est son aimant, c'est sa passion, c'est son truc. Donc du coup, je l'accompagne. Je l'emmène, moi, de temps en temps, on va crapahuter, on va faire 700 mètres de dénivelé à 6 heures du matin à la frontale. Eh ben, c'est un kiff avec papa. Et donc du coup, oui, je l'accompagne, on fait des trucs et ça lui servira forcément pour plus tard aussi. Et l'entrepreneuriat aussi, alors, du coup. Ouais, mais juste sur le sport, on en parlait hier soir. Moi, je me lève à 6 heures. Quand je me réveille et quand je monte à 7 heures et qu'il est là et tout, il voit déjà papa habillé en sport. Voilà, déjà dans la graine dans la tête, tu te dis, ok, il faut faire du sport, ça fait partie de, et ça fait aussi partie d'un cadeau que je lui fais. Et ça, c'est pas quelque chose, je le fais pas consciemment ou quoi, parce que au niveau de l'alimentation, tu lui fais un cadeau, ok, certes. Là, le sport, c'est juste, il me voit, mais on est les modèles. Tu montres l'exemple. Bah, évidemment. Ouais. Et donc, pour la partie entrepreneuriale, ben, écoute, là, on fait une petite chaîne YouTube. Il n'y a pas de stratégie. Mais quand même, il y a un petit truc. Je préfère, moi, aujourd'hui, je préfère lui faire une chaîne YouTube plutôt que lui faire un PEA, quoi, ou pas un PEA, mais un PEL. Et je me rappelle, sur un mastermind, tu m'avais montré la chaîne YouTube d'Anaël. Je me suis dit, pourquoi tu fais une chaîne YouTube à ton fils? Et je me suis dit, mais c'est inutile. Et tu me dis, bah non, mais c'est un actif. Et là, ça fait tilt direct. Je me dis, putain, mais bien sûr, comment je n'y ai pas pensé? C'est incroyable. C'est un actif. Évidemment. Et il a son Instagram aussi. Alors, son Instagram, moi, je le filme de dos depuis qu'il a 1 an. Donc, depuis qu'il a 1 an, je le filme de dos. Et comme on a eu la chance de voyager dans beaucoup d'endroits, donc du coup, eh bien, il court de dos parce que je voulais pas le mettre sur Instagram, je voulais pas mettre sa tête, je voulais pas qu'il parle. Il est beaucoup trop jeune et donc ça n'avait pas d'intérêt pour moi. Et donc du coup sur Instagram, parce que je me dis que sur YouTube, on peut plus contrôler un montage et il y a moins de trucs viraux qui partent, alors que sur Instagram, voilà, ça peut être plus vite détourné. Enfin, c'est peut-être une croyance, mais enfin, bref. Et donc sur Instagram, aujourd'hui, il a un certain nombre d'abonnés. Il a surtout un beau souvenir qu'on se fait de sa marche de 0 à 10 ans. Voilà. Et donc ça, c'est le petit truc. Et c'est pareil, il en fera ce qu'il veut derrière. Il va se faire une petite pas notoriété, mais une petite communauté. Il en fera ce qu'il veut. Moi, je sais pas si vous vous souvenez, Swan et Neo, les youtubeurs où sa mère a été condamnée parce que voilà. Et donc du coup, moi je me rappelle très bien, j'avais vu un reportage sur Capital ou Zone Interdite, je sais plus trop quoi, où les enfants étaient chez Disney, devaient signer des autographes parce qu'ils étaient connus et tout ça. Mais ces enfants, ils pleuraient, ils avaient pas envie d'y aller en fait. Et ça, mais c'est juste horrible. Et moi, en fait, j'ai mon business, mon fils. Il fera ce qu'il veut. S'il veut être entrepreneur, il sera entrepreneur, mais il fera ce qu'il veut. Mais moi, je ne ferai pas de business avec mon enfant. Ça ne fait pas partie de mon projet. S'il veut qu'on fasse un business ensemble pour qu'on puisse s'éclater et tout ça, avec plaisir. Mais je n'utiliserai pas mon enfant à mes fins personnelles à moi. Donc ça, c'est sûr. Et sur la partie entrepreneuriale, je sais pas. Là, par exemple, c'est marrant parce que la semaine dernière, il s'est acheté une PlayStation 5. Il a 9 ans, il s'est acheté une PlayStation 5. Avec quel argent? Il y a 6 mois ou 7 mois en avance, il dit, papa, j'aimerais trop une PlayStation. Moi, je dis, écoute, tu te la payes. Et je lui dis, écoute, il y a plein de trucs dans ta chambre là qui servent à rien. Tu les mets tous sur le bon coin. Tu vas faire une cagnotte. Et donc, il a mis 6 mois à récolter 430 €. Précis. Voilà, parce qu'on est allé se l'acheter d'occasion chez Micromania, tu vois. Et donc, on est arrivé avec la grosse cagnotte, avec les pièces de 1, les pièces de 2, les pièces de 5, les billets de 5, de 10, de 50. On a 430, on achète une PlayStation. Et je pense que ça, c'est le début de l'entrepreneuriat. Ouais, c'est clair. Donc voilà, je trouve ça cool. Je sais pas si ça peut être autrement pour lui, parce que voilà, on en parle souvent quand même. Je lui dis, tu veux faire quoi? Il sait pas du tout. Par contre, il sait ce qu'il veut pas faire. Okay. Et je pense qu'il aime beaucoup la liberté qu'on a aujourd'hui. Bien sûr. La chance que, je veux dire, Anaël est déjà allé 4 fois à Bali. Il est déjà allé en Thaïlande, il est déjà allé à Costa Rica, et c'est une chance incroyable. Moi, j'ai pris l'avion pour la première fois, j'avais 25 ans. 25 ans, pour la première fois, j'ai pris l'avion. Et donc, du coup, on part pas au même point de départ, on part pas au même endroit. Est-ce que ça va changer, ça va dicter son futur? Je pense que oui, mais je ne sais pas. Je l'accompagnerai quoi qu'il arrive, c'est pas. Ça doit être que tous nos enfants seront entrepreneurs.
Il n'y a aucune. Oui, je sais pas. Ça, c'est ton grand projet, ça. Ouais, c'est ta Je sais conviction. pas, en fait, ils se rendent compte avec le temps que, alors, on n'est pas des entrepreneurs comme les autres, entre guillemets, parce qu'on a la liberté qui va avec. La plupart des entrepreneurs, souvent, passent beaucoup de temps au boulot, voient moins leur famille, et le succès de leur entreprise est malheureusement corrélé aux échecs de leur vie personnelle. C'est assez Et juste. on est peut-être la première génération sur Terre à réussir à concilier les deux, c'est-à-dire à gagner quand même bien notre vie et avoir du temps et de la liberté pour être avec nos enfants. Et eux le voient bien en fait, comparé aux autres gens de l'école, ils voient bien que c'est différent. Donc à un moment quand ils vont arriver à 18-20 ans, où ils vont se poser les vraies questions, qu'est-ce que je fais de ma vie ? Attends, en fait, mon père, il fait le guignol sur YouTube, il impacte des gens et il est libre. Bah, faisons tous les guignols sur YouTube. Moi, je pense que Anaël, c'est pas le meilleur footballeur, c'est pas le meilleur judoka, mais franchement, il est fort sur YouTube. Ouais, il sait faire, il est malin, ouais. Franchement, Ouais, il a un truc. Ouais, il est à l'aise, il est à l'aise. Il est à l'aise, il a un truc. Mais il nous voit tous les jours nous filmer. Ouais, c'est ça. Et en fait, et là, donc, il a sa PlayStation 5 depuis une semaine ou deux. Il a le casque, il a le machin, il commence à parler avec ses potes et machin, et avec d'autres étrangers, tu vois, sur Fortnite et tout. Et je l'entends. Ah, what's your name et tout, you speak machin et tout. Mais comme, alors je dis pas que c'est nul, mais il regarde des vidéos débiles de youtubeurs qui commentent eux-mêmes leurs vidéos et tout ça. Et donc du coup, bah, il prend modèle. Ouais. Et je pense qu'il va s'orienter. Il m'a déjà demandé, ouais, comment on fait pour se filmer. Il veut un PC, il veut machin, il veut le truc. Faire des vidéos de gaming. Il veut de la vidéo et des gaming. Et je pense que quelqu'un de normal, on se comprend, dirait tout de suite à son enfant, ah, jamais de la vie tu vas faire ça. Alors que toi, quand tu connais l'envers du truc, quand tu sais que Inoxtag, Michou, machin, ont commencé comme ça, ils viennent de là. Le bouseux, tu vois, c'est vraiment des mecs de Rennes, ça. Lui, aujourd'hui, ils sont vraiment des vrais chefs d'entreprise. Et donc, tu peux pas dire que c'est nul, en fait. Tu peux pas dire, ah non, jamais de la vie. Je pense qu'il faut mettre une mesure, parce que faut pas aller à outrance. J'ai pas envie que mon gamin soit abruti. Moi, je limite la consommation de PlayStation, tu vois, je limite la consommation de cannabis. Tu vois, c'est un peu pareil parce que c'est une drogue et tout, donc faut faire attention. Je suis derrière, il y a pas de console pendant la semaine, il y a le week-end, un peu le mercredi, mais voilà, enfin le lundi, mardi, jeudi, il y a pas. Et donc du coup, j'essaye vraiment de réguler ça. Mais par contre, je suis conscient que si je lui retire tout, déjà, ça va lui amener une frustration, et puis il sera en décalage. Ouais. C'est comme ne pas donner d'ordinateur ou de tablette à un enfant. Je pense que, toute proportion gardée, c'est une erreur parce que ça lui amène un retard vis-à-vis de ses camarades de classe. Donc, toute proportion gardée, je suis d'accord que nos enfants, c'est horrible avec les écrans. Enfin, j'en suis conscient. Il n'y a pas le choix. Mais il faut quand même donner un petit peu pour dire, pour être à l'aise avec l'IA, pour être à l'aise avec le montage, pour être, voilà. Et là, la vidéo, on est revenu du Costa Rica, et il a fait une vidéo pour sa classe, avec une voix off et tout ça. On a montré, au début, il parle, il dit, salut, je vous emmène au Costa Rica, on est parti pour 2 semaines et tout. Il a exposé ça, un quart d'heure de film pour sa classe et tout. T'as apprécié, j'imagine. C'est génial, Ouais, c'est bien ça. C'est génial. Je trouve ça hyper moderne et tout. Et voilà. Donc il arrive avec le micro, avec machin et tout. Abonnez-vous. Grave. C'est bien, il faut les encourager à ça. Mais sinon, c'est de l'entrepreneuriat. C'est vrai que la plupart des parents vont dire, attends, c'est relou, ou j'ai pas envie que tu m'emmerdes avec ça. Et en fait, ça freine leur envie. Et même si ça nous correspond pas, parce que on connaît pas, justement, il faut les encourager. Toi, mon fils Gaspard, pareil, il était très bon en natation, vraiment très très bon. Il veut plus en faire, il veut faire du foot. Franchement, j'ai été le voir au foot, j'ai fait waouh. C'est un très bon nageur. Hein. Très très bon nageur, mais vraiment, je vais arrêter, j'ai essayé de le remotiver sur la natation. Et parce qu'il pourrait faire quelque chose. Mais au foot, il pense qu'il est fort. Ouais, il a le bon mindset. Il a le bon mindset. Ouais, c'est ça. Et il lâche pas, il y va et tout. Et en fait, je fais, vas-y, mon gars, vas-y. Bien sûr. Je dis, vas-y, au foot. Du coup, je vais jouer parfois le jeudi avec lui aussi au foot. Pour l'entraîner, tu vois. Pour qu'il comble cette. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il en veut. Donc, au pire, c'est juste un amusement, tu vois. Mais il entreprend de devenir meilleur au foot. Mais bien même sûr. si, moi qui ai fait du foot et quand je le vois jouer,
En fait, je vois les autres joueurs et je prends pas beaucoup de plaisir à voir mon fils jouer. Mais c'est pas grave, que j'y continue, je vais. Et bien sûr, on les Ouais, accompagne quoi qu'il arrive. Et la question de départ, c'est est-ce que tu penses qu'il sera, s'il n'est pas entrepreneur, moi franchement, je m'en fous. Et je pense qu'on est arrivé à un niveau de... Enfin, c'est nos enfants, on les aime. Et quoi qu'il arrive... C'est pas conditionné, évidemment. Quoi qu'il Après, arrive. on est tous pareils. C'est-à-dire que nos enfants nous voient tourner, faire des vidéos, machin, etc. Mon fils, on l'a eu dans un épisode ensemble. On a fait un burger tour à Maurice. Il est très, très friand, très partant pour faire des projets. Il a de ma femme quand elle fait ses vidéos. Ma fille aussi, elle le voit. Elle est dans le truc de la mode aussi. Elle fait ses tenues, elle fait ses trucs. Donc, bon, j'ai pas trop de doutes sur la direction dans laquelle ça va partir. Mais effectivement, je pense que le meilleur hack qu'on peut donner aux gens qui nous écoutent, c'est tout comme le sport, comme tu l'expliquais quand tu reviens de ta session, et nous avec l'entrepreneuriat, c'est d'être un exemple pour vos enfants, et ils vous suivront dans ce que vous avez de meilleur. Je pense. C'est ça. Et ça dans tous les domaines, quoi qu'il arrive. Donc non, c'est passionnant hein, de voir, d'accompagner son enfant. Enfin moi, c'est ma plus grande raison d'être, de vivre, c'est mon gamin. Je vais dire, oui, je m'éclate dans mon métier, je m'éclate dans mon travail, mais il y a rien qui est au-dessus d'un enfant. Et ça, c'est au-dessus. Et donc, je l'emmène à l'école le matin, je viens le chercher à l'école. Tu sais, l'autre fois, moi, je vais le chercher tous les jours à 16h30. Et des fois, ça nous arrive de repasser devant l'école à 18h ou à 17h, à 19h, quand en hiver, il fait nuit et tout ça. Et il y a que des parents qui viennent chercher leur enfant à 19h après la garderie et tout ça. Et j'explique à Nel, je dis, tu vois... Ce sont des moldus. Non, je veux finir comme eux. non, je dis pas ça, je dis juste, tu vois, t'as de la chance de pouvoir sortir à 16h30. Bien sûr. Mais je pense qu'ils le savent, hein, ils comprennent. Je sais pas. Ah ouais? Mais c'est ce que j'allais te dire. Après, est-ce qu'un enfant, lui, rester de 17 à 19h avec les potes en garderie, ça lui va pas non plus? Je pense que... Moi, je reste en études dirigées jusqu'à 18h et ça me cassait profondément les bons. Au lycée? Ouais, non, en collège, parce que mes parents, ils sont restaurateurs. Et mais en primaire, peut-être différent. Il fait quoi pendant 2 heures? Je sais pas. Ouais. Mais collège, lycée, oui, je pense que c'est compliqué. Et ça rebondit, ce que tu disais, c'est très juste d'être la première génération ici autour de la table, d'avoir à la fois du succès et à la fois beaucoup de temps. Parce que moi, justement, mes parents étaient entrepreneurs et je voyais ce truc-là, comme ce projet d'être à son compte comme une folie. Ouais. Vraiment. Ouais. Genre, je les ai vus passer tous les états, etc. Et c'est vrai que nous, on ouvre une nouvelle voie. Je sais pas si elle va durer tant que ça, parce qu'avec l'IA et tout, je pense que ça va rebattre encore les cartes. Donc je sais pas trop. C'est pour ça que je refais écho à dans 10 ans, on est où? C'est difficile parce que autant sur les 15 dernières années, c'était facile de prévoir parce que l'évolution a été pas fulgurante, elle a été rythmée, mais on pouvait prévoir un peu. Là, je pense qu'avec l'IA et la vitesse d'évolution et d'implémentation, c'est difficile de savoir dans 5 ans déjà dans quel monde ça va aller vite, on sera. Alors que les 15 dernières années étaient plus facilement envisageables. Là, sur 5 ans déjà, tu te dis waouh. Est-ce que tu as un message final à passer pour ceux qui écoutent ce podcast, que ce soit au niveau de la santé, du sport, de l'entrepreneuriat, de ta vision, de ton parcours? Qu'est-ce que tu voudrais partager aujourd'hui? Je sais pas s'ils vont m'entendre, mais peut-être à toute mon équipe qui travaille avec moi déjà de Move Your Fit, parce que aujourd'hui, on a réussi à créer quelque chose d'incroyable et tout seul, j'y serais pas arrivé parce que voilà, ensemble, on va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Donc, je voulais remercier aussi mon équipe, voilà. Et petite dédicace. Ouais, non, mais c'est important parce que ça fait partie vraiment du parcours et tout ce qui s'est construit depuis 2008 à aujourd'hui. Eh bien, c'est aussi grâce à eux. Moi, ce que je veux dire. Je sais pas. Il y a sur la partie, je pense qu'il peut ressortir de ce podcast, c'est que on a la possibilité de changer les choses que l'on pense préétablies, que l'on pense c'est comme ça. Moi, je finirai toute ma vie comme ça. Je finirai toute ma vie avec ces 10 kilos en trop. Je finirai toute ma vie avec j'aime pas cet aliment-là. Ça peut pas changer. Tout peut changer.
tout peut changer si toi, tu le décides profondément. Est-ce qu'il te faut un élément extérieur? Est-ce qu'il te faut un déclic? Est-ce qu'il te faut quelque chose? Mais en tout cas, c'est possible. On le disait, il y a 10 ans, mais jamais de la vie, on aurait imaginé avoir la vie qu'on a aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, se programmer en se disant que c'est possible, et il n'y a aucune raison que ça ne passe pas. Par contre, faut pas être débile. Faut pas se dire, moi demain j'ai envie de jouer en NBA. Alexandre Mallier, tu ne joueras jamais de ta vie en NBA. Ouais. T'es trop petit, t'es trop vieux, t'es pas assez doué. Il y a plein de facteurs. Mais par contre, sur des choses dont tu as le pouvoir, la santé, bon, c'est vaste, mais s'il y a un cancer qui te tombe dessus, il y a des choses, c'est compliqué. Mais en tout cas, la santé, la perte de poids, tout ça. Tu as la main et tu as la clé sur énormément de choses. Donc arrêtez de se dire oh bah moi c'est comme ça, j'y peux rien. Ah là cette phrase là, mais c'est fatigant quoi, c'est fatigant. Des claques. Ah bah moi c'est comme ça, de toute façon ça va pas changer. Mais putain, bouge-toi. Ouais. Regarde autour de toi, regarde ce qui se passe. Sois curieux. Et en étant curieux, mais je peux t'assurer qu'il y a plein de choses qui vont venir à toi. Et il n'y a pas forcément, là, genre en étant curieux, ça peut être en écoutant des podcasts et le machin, des livres. Moi, je lis jamais. Je n'aime pas lire. Et souvent dans l'entrepreneuriat, on dit quels sont les 3 meilleurs livres que tu recommanderais? Bah moi, je recommanderais rien parce que voilà. Donc, on a tous différentes formes pour se cultiver, pour apprendre. Mais en tout cas, peu importe la forme. Il faut aller chercher l'information quelque part pour toi t'améliorer au quotidien et être une meilleure personne et changer les choses dans ta vie. Parce que tu as la main sur tout. Et s'il se passe quelque chose de pas bien dans ta vie, en général, c'est de ta faute. Carrément, quoi. Ouais. Et fini là-dessus. Ouais. Non, mais on on est responsable de presque tout. Et voilà. Alors, mais c'est vrai que faut souvent se regarder dans le miroir pour dire ok, qu'est-ce que j'ai fait de bien, de pas bien. Et même dans des associations ou des machins, si voilà, il faut. C'est comme ça, c'est souvent de notre faute. En tout cas, on n'est pas toujours responsable de ce qui nous arrive. Par contre, on est responsable de ce qu'on en fait et de comment on le vit, quoi. Tout à fait. Oui, tout à fait. Responsable de ce qu'on en fait. Ouais. Très beau message de fin. Merci. Oui, c'est une très belle conclusion. Merci Alexandre d'être venu nous voir. Avec ici plaisir. à Maurice. Merci pour l'invitation, les gars. C'est cool. C'était un vrai plaisir. Abonnez-vous. Évidemment. La chaîne Alexandre, la chaîne des Larrons, c'est tout en bas dans la description. On s'abonne, plus de love et bougez-vous les fesses. Du coup, c'est le message de fin. Bisous. Bisous. Bisous, ciao.